Bonjour et merci d'être à Al-Balad ce matin. Aujourd'hui, on a choisi, comme vous le savez toujours, de vous passer l'information utile dans le sourire. Merci d'être avec nous. On va parler santé aujourd'hui, santé et puis de nos palais, dégustation, pas dégustation, mais régal de nos palais. On va vous inviter, on va vous convier au festival Aïmolu qui s'annonce, c'est pour le week-end prochain, le week-end de Pâques. On est convié à aller manger à Aïmolu sur le terrain en face du CETEF, vous en saurez tout. Et on a un médecin aussi au plateau qui va nous parler d'une bactérie qui a été découverte, oui, hein, j'ai appris des choses en préparant l'émission quand même, qui a été découverte pas très longtemps, il n'y a pas très longtemps. Quand je dis il n'y a pas très longtemps, c'est fonction, hein, et qui menace vraiment notre estomac. On parle d'Helicobacter pylori, le nom peut paraître barbare à bien de personnes, mais après les explications, vous comprendrez que cette bactérie est familière à nous en Afrique, mais très très familière à nous en Afrique. Et il paraît que la grande majorité de nous, nous porterions la bactérie qui nous donne des maux de ventre, etc. Le médecin va nous en parler. C'est très important les conseils qu'il va donner. Restez avec nous. Je vais dire bonjour à mon équipe, à ma belle équipe. Je vais être loin aujourd'hui pour dire bonjour à Éloi. On ne sait jamais. Il pourra toujours encore dire que c'est parce que rien n'a changé. C'est parce que je porte une création, je porte une tenue de authentique milliardaire. Non, tu sais. Tu vois, non? Authentique milliardaire qui m'habille, que je l'approche encore. Non. Plutôt, moi, je suis bien habillé, tu m'approches. C'est différent. Ouais, hier, tu étais en noir, aujourd'hui, tu as le blanc de la même chose. Voilà. Or, voilà. C'est le blanc. Voilà, c'est moi. Quand je suis bien habillé, elle s'approche de moi. C'est ça, bien sûr. Donc, comme tu n'es pas bien habillé aujourd'hui, je m'approche pas. Non, aujourd'hui, toi, tu es authentique milliardaire. Oui. Moi, authentique multimilliardaire. Il y a une marge, il y a une différence. Et donc, voilà, je suis habillée toujours, comme toujours, vous le savez. Nous, les milliardaires, c'est mignon. C'est mignon, non, c'est vrai. Yep. Je confirme. Quand Servet me dit ça. Non, c'est vrai, c'est beau. Les couleurs, même bien mariées. Oh là là. Il n'y aura jamais de divorce. Non. Entre les deux. Moi, mes couleurs sont incrustées. Ce n'est pas marié. Marié peut se divorcer. Bonjour, c'est Éloi Pandam, le seul qui défend les couleurs MOBA sur ce plateau. Bonjour à mon seul et unique chéri, mon amour, celui qui fait vibrer mon cœur et qui le fait fondre à la glace. Servet seulement, il fait fondre mon cœur dans la glace. Est-ce que tu penses que si ces deux viennent, ils vont manger à Imolou? Ils ne peuvent pas manger. Allez, qu'est-ce que je suis? Je vais quand même dire bonjour. Je suis ému. Je suis très ému. Complètement. Complètement. Complètement ému. Non, tému. Pataquès. Pataquès, vraiment. Les gens ont bien aimé les pataquès. S'il y a encore certains petits mots, on va peut-être faire encore une petite parenthèse, une petite incursion ce matin. On va quand même dire bonjour au médecin lieutenant-colonel Bani Akleso Yves. Vous êtes professeur, vous prenez votre micro s'il vous plaît. Vous êtes professeur titulaire en hépatologie. Hépatologie, on entend hépato, machin, c'est le foie, j'imagine. Tout à fait. C'est tout ce qui a trait au foie, c'est ça? Tout à fait. Et puis, gastro-entérologie, ça c'est quoi? C'est gastrique et puis quoi encore? L'estomac et tout le tube digestif en fait. L'estomac et le tube digestif. Donc ça dit que vous, tout ce qui rentre dans notre ventre là, ça vous intéresse? Tout à fait. C'est-à-dire que tout le ventre, tout ça, là, son fonctionnement, c'est bobo. C'est ça, votre domaine d'intervention. Le bien-être. Super. Vous êtes le chef du service d'hépato-gastro-entérologie, justement, du CHU Campus. Et merci d'être avec nous. Et vous êtes président de la SOTO-GED, Société togolaise d'hépato-gastro-entérologie, quelque chose aussi, non? Et endoscopie digestive. Hépato-gastro-entéro-endoscopie digestive. Donc c'est vous qui faites les fibroscopies, là? Oui. C'est bien. Vous savez comment j'appelle ça? Torture. Dégueulascopie. C'est pas le... Oui, tu te rappelles? Non, moi, mon colonel pour me le faire. Hein. Non, on ne m'a pas endormi. Tu t'es raconté moi, ça. Moi, je me faire, Ils ont commencé par le maître. J'ai enlevé. Ah, c'est pareil. Et j'ai dit, gardez les 25 000. Il dit, non, attendez. Je dis, non, je ne veux plus. Et tu ne l'as pas fait? Non, sincèrement, je n'ai pas fait. Moi, je réagissais comme ça, mais ils voulaient qu'on devait le faire. Non. Ils ont dû m'endormir pour le faire, parce que je ne pouvais pas supporter. Comment tu peux être vivant et puis on te fourre un truc que tu avales? Je te jure. Puis de la gilo. Mais comment se fait? Il y a certains qui ne réagissent pas? Voilà, non, il y a un type qui est passé devant moi. Certains rejettent ça, chez certains, ça passe. Facile. Moi, j'ai fait ça 3 fois. Les 2 premières fois, ça s'est assez bien passé.
OK. Mais la troisième fois, ça n'allait pas. Oui. Ça peut arriver. Ça dépend de tout et chacun, ça dépend du moment. Et aujourd'hui, il y a la possibilité d'endormir, comme madame vient de le dire. C'est mieux. Okay. Voilà. Oui, mais quand on endort, est-ce que le corps réagit de la même façon? Non, ça ne pose aucun problème. Ça ne dérange pas le déroulement de l'examen. D'ailleurs, ça met plus à l'aise l'endoscopiste. Et puis, ça met également... Ça rassure le patient. C'est ça. Oui. C'est ça. Alors, vous êtes président de cette société, la société togolaise dont on a expliqué. Pourquoi, justement, on les appelle les corporations des ordres des médecins, là. Il y a les pédiatres aussi qui ont leur société, les dermatos. Pourquoi on les appelle société? Parce que pour le commun des mortels, des gens comme nous qui sont passés devant l'école, pour nous, société, c'est... Société, SAU, SAU, un truc commercial. Pourquoi vous appelez ça société de pédiatres? Les pédiatres aussi association, syndicat, je ne sais pas. Bon, syndicat, on comprend encore mieux parce que ça, c'est pour défendre des droits, machin. Association, je ne sais pas. Mais pourquoi ces sociétés? Alors, vous savez, les sociétés ne sont pas que commerciales ou économiques. C'est avant tout des regroupements de personnes autour d'un objectif précis, autour d'un métier, autour des valeurs. Ouais. Et donc, dans le monde médical, vous avez des regroupements de personnes, de praticiens d'un domaine précis ou bien des domaines connexes qui s'associent à un moment donné pour défendre certaines valeurs, pour élaborer des recommandations, pour améliorer la pratique. Donc, voilà pourquoi nous l'appelons société, mais ailleurs, vous aurez le terme association. Okay. Les sociétés savantes dans le corps médical sont avant tout des associations. Okay. La preuve, c'est que pour des sociétés savantes comme la nôtre, il faut respecter la réglementation du pays. Et donc, c'est une société qui a eu l'autorisation, comme toute association. Donc, c'est fondé sur les lois d'une association? Si, tout à fait. Pas d'une société commerciale? Non. Okay, super. Non. Donc, on comprend aussi qu'on parle des sociétés initiatiques pour des clubs. Oui. Voilà. Et ce sont des associations, en fait. Et donc, nous sommes régis par tout ce qui est test, réglementation en vigueur par rapport aux associations. Quand on dit société, tu vois, c'est savant, quoi. Société savante. C'est-à-dire que c'est quand même pas n'importe qui. C'est quand même un haut niveau d'intellect. Bon, pour les médecins, c'est clair. On ne va pas discuter parce qu'ils passent toute leur vie à aller à l'école, ces gars-là. Au niveau d'intellect, dans une société savante comme la nôtre, se retrouve tout le monde, les plus anciens, ceux qui sont férus au métier, mais en même temps, les jeunes qui viennent de sortir, tous ceux qui sont appelés spécialistes d'un domaine, et donc tous ceux qui sont spécialistes du foie, donc des hépatologues ou bien spécialistes du tube digestif, se retrouvent dans notre association. Donc les plus anciens, mais également les jeunes qui viennent de sortir d'université. L'adhésion est automatique? Il faut adhérer à l'association. Okay. Forcément? Oui, il faut adhérer à l'association. Tu peux être praticien, mais si tu n'adhères pas... Tu n'es pas membre de la société. Vous permettez ça? On ne force pas l'adhésion à la société, à l'association. Mais bien entendu, il y a les avantages liés au fait que vous êtes dans une corporation. Il y a les avantages liés au fait que vous êtes dans une corporation. L'avantage, le tout premier, c'est qu'au moins vous participez aux activités de l'association. Vous êtes au courant, comme ce qui vient de se passer. Faire leur congrès cette semaine. Et les gens viennent de vraiment divers horizons. Ils échangent sur des thématiques précises. Oui. J'imagine que c'est un grand partage d'expérience par rapport à votre pratique, par rapport à l'actualisation donc des pratiques et de vos connaissances également. Oui, tout à fait, c'est ça le but. Oui, en gros, vous perdez en n'adhérant pas à la société. C'est clair. Oui, oui. Et il y en a qui n'ont pas adhéré ici, parce que je ne vois pas l'intérêt de ne pas y adhérer. Oui, les gens peuvent choisir ce qui n'est pas souhaitable de ne pas adhérer, mais il est souhaitable d'adhérer à une association, sinon à la société de sa spécialité. Ça vous permet d'être continuellement au courant
des évolutions, des actualités dans votre domaine. La médecine évolue très rapidement. La façon de traiter une maladie hier, aujourd'hui, a déjà changé en fonction des réalités. La preuve, c'est qu'on endort aujourd'hui les patients pour la fibroscopie. Tout à fait. Ça te tient à cœur. Je te promets. Merci, professeur, d'être là. On les appelle médecins colonels pour votre grade et pour votre titre. Mais là, quand vous êtes professeur, c'est toujours médecin colonel. Médecin colonel. Oui. Médecin colonel professeur. Ah, ou professeur. Ou bien. Oui. Le titre médecin lieutenant-colonel parce que je suis lieutenant-colonel de l'armée togolaise. Colonel par abus, on vous appelle colonel. On croise les doigts, ça vient. Inch'Allah. Et s'il devient général, on l'appelle médecin. Ah, d'accord. Non, il y a des médecins capitaines, médecins lieutenants. Ok. Quand tu es médecin, puis tu es dans le grade. Après, ici, il y a maréchal, médecin maréchal aussi, si tu veux. D'accord. D'accord? Là, tu vas soigner les chats. Il va soigner, maréchal, il va soigner les chats. Que les chats. On va dire bonjour également à Jean-Claude Togbé. Merci. Bonjour. Bonjour Lys. Ouais, Togbé, bonjour pour un jeune. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. C'est le nom de mon grand-père. Oui, c'est mignon. Oui, c'est vrai. Togbé, oui, ils ont. Je crois que c'est comme c'est Lamba et Hadi, ça veut dire quelque chose. Mais il y a Hadi, je crois que c'est monsieur. Hadi, c'est... En même temps, c'est un nom de famille chez... Oui, bien sûr. Et puis, c'est un prénom aussi pour certains. Oui, et chez les Lamba aussi. Donc, à Ouezon, vous nous venez du Golfe 2. Oui. Golfe 2, on en a parlé récemment, c'est cette commune dans le Grand Lomé, Nkafou et compagnie. Exactement. Togo 2000. Exactement. Oui. Nanani. Une commune qui ouvre Nanana, ouais. Jusqu'au niveau du petit contournement, tout ça là, c'est Golfe 2. Golfe 2. Dans une commune assez dynamique aujourd'hui qui veut impacter, qui se démarque avec son nouveau maire et qui impulse quand même assez d'activités. Et là, particulièrement inédit au Togo, un festival autour de notre Aïmol national. C'est-à-dire que rien ne peut être plus délicieux qu'un festival d'Aïmol. Juste le nom. Tu ne peux pas dire. C'est-à-dire que Aïmolou, c'est-à-dire que c'est un hommage à toutes les bérets nationales. Absolument. Je me souviens, oui, dans nos années enfance, les parents peuvent bien faire Aïmolo à la maison, mais l'Aïmolo n'a jamais le goût de béré, quoi. Béré, Aïmolo, tout n'a vu, parce qu'il y a un piment qu'elle fait d'une manière... Forcément. Donc, bon, on peut avoir le Aïmolo à la maison, mais on préfère Aïmolo de béré, obligé. Professeur, ça, c'est de notoriété publique, non? Aïmolo de béré, là, c'est-à-dire que c'est béré, c'est qui? Parce qu'elle... Non, c'est parce qu'elle dit Aïmolo de Béré, ça veut dire qu'il y a une vendeuse qui s'appelle Béré. Oui, à la base, ils sont les Bérés. C'est un mot thème. Un mot thème, c'est genre maman, je crois, maman. Ok. Comme on dit, Togbé, Adi, tout ça. Oui, tout à fait. J'ai cru qu'il y a une seule vendeuse qui s'appelait Béré. Non, dans tout le Togo. Ok. C'est vrai à apprendre. Oui, mais professeur Aïmolo de Béré, c'est quand même, on ne discute pas. Dans les anciens temps. Bon. Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Je ne pense pas. Non, mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est il y a plus de, c'est plus décoré, il n'y a plus de choses autour. Et le médecin va voir des choses. C'est normal, comme si la médecine aussi évolue. De crudité. Ah, tu dis la médecine aussi évolue. La médecine évolue. Aïmol aussi évolue. C'est comme ça. Aïmol 2.0. Il y a Aïmol 2.0. On ne peut pas comparer. Là, je ne suis pas d'accord. Il ne faut même pas qu'on compare médecine à Aïmol. Non, c'est pas. Je n'ai pas comparé. La médecine évolue à Aïmol. Je suis contre Aïmol. Ce n'est pas la peine de penser que vous allez me mettre dans votre groupe. Non, sincèrement, non, je ne suis pas d'accord. Ça dit que le monde évolue, quoi. Mais toi aussi, tu pouvais être de mon côté pour une fois. De toute manière, tu ne manges pas à Aïmolo. Il ne faut pas quand même... Sérieux? Non, lui, moi, je l'ai. Tous ceux qui sont sur ce plateau-là, de son côté, ils comptent sur moi seulement. D'accord. Si tu as besoin de vengeance, puis il y a un concours du meilleur mangeur d'Aïmolo. Absolument. Si j'y vais, ce n'est pas forcément pour remporter. Tu sais, pour une fois que je suis parvenu à vous mettre l'un contre l'autre, elle s'est mise seule.
J'ai gagné quand même quelque chose. Mais, tu sais... Rien ne peut nous séparer, ça va. Si, c'est déjà... Aïmolo vous a séparé tout à l'heure. Aïmolo vous a séparé. Comme je l'ai dit, Aïmolo a failli séparer. Non, failli séparer. Séparer, dans failli, là, il y a séparé. Notre couple, chacun est libre de faire des mesques à la cuisine. Votre couple, là, c'est Aïe et Molou. Parce qu'aujourd'hui, Aïe Molou a en effet évolué. Tu peux même mettre des loupes, tu ne trouveras pas Aïe dans Molou. C'est aussi une version évoluée. Mais évoluer, tout à l'heure, on va parler. Oui, justement. C'est aussi évolué, mais négativement. Un autre nom qui est... Voilà. Non, là, c'est Molou. Comment on appelle le médicament, le produit qu'ils utilisent là? Adako. Adako ou bien Aïe Akan. Adako. Parce qu'il y a beaucoup de riz. La première béret. Oui. Peut se retourner dans sa tombe en voyant des Aïmolo d'aujourd'hui. En voyant certains Aïmolo. Pas tous. En voyant certains. Il y a des Aïmolos authentiques. Oui. Il y a des Aïmolos encore authentiques qui ont tout gardé leur authenticité. Sur la on en parler. Certains ne sont pas toujours authentiques. Mais il y en a Aïmolo plus que toi. Et je sais. Je sais. Tu sais, là-bas, tu ne fais pas ton bon choix. Ça veut dire, là où on fait Aïmolo, un Aïmolo avec plus de riz que de Aïe, c'est Molo Aïe. Pourquoi pas? Certains ils font d'abord, c'est pas moi, un bol de riz, quelques grains de aïe, et puis maintenant, il prépare haricot à côté. Pourquoi le pourquoi ça disparaît? Pourquoi le haricot? Peut-être aussi c'est dû au coût plus élevé du bol de haricot. Il faut se l'avouer, aujourd'hui le bol c'est à 4 000 pratiquement. C'est à 4 000 pratiquement le bol de haricot, c'est assez cher. Du coup, la bonne dame qui va au marché, elle est obligée de combattre les brèches. Non. Je dois le dire ainsi. Je ne défends pas la médiocrité culinaire, bien entendu. Mais j'essaie juste d'expliquer ce que nous avons on a observé sur le terrain. Ok, d'accord. Je pense qu'il dit n'est pas... Est-ce qu'on vérifiera au festival que ce soit... Absolument. Non, c'est une question. Ah oui, tu as été chez Bérévévi. Oui, j'ai fait l'interview dans le sujet que je... Il y a un sujet qu'on prépare, je vous dis depuis... Oui, tout à l'heure, Lise m'en parlait. Ça fait plus d'un an qu'on est sur le sujet. On est là peut-être pour vous aider si on peut. Oui, c'était qu'un nutritionniste qu'on cherchait. Oui, on cherchait un nutritionniste. Et puis je cherchais aussi quelqu'un... Le festival est arrivé. Je cherchais quelqu'un aussi de Sokodé, un ancien, qui pourra me parler de... Parce qu'on m'a dit que ça venait quand même... C'est pour ça qu'on appelle ça Bérévévi. Je vous conseille Bérévévi au niveau de la poste de Sokodé. C'est une dame... Voilà, je vais voir une ancienne qui pourra nous en parler. Elle peut vous guider, elle peut vous orienter. C'est les anciennes des doyens de Aïmolo. Exactement, qui ont toujours le secret. Bonjour à tous ceux qui nous suivent du côté de Sokodé et à tous ceux qui ce matin ont déjà mangé Aïmolo de Béré à Sokodé. Vous connaissez la particularité de Sokodé? Dis-moi. C'est une ville qui ne tombe jamais dans le coma. Parce que Coma est à Sokodé. Coma est à Sokodé. Il y a Coma et Coma deux mêmes. Il y a deux Coma 1, Coma 2. Oui. Donc comme eux-mêmes, ils ont déjà Coma. Il ne peut plus tomber dans le coma. Génial ça. Est-ce que je peux poser une question? Lise, je peux poser une question. On est sur Aïmolo. Pourquoi vous avez choisi Aïmolo? Moi, pourquoi je ne suis pas vraiment truc. J'aurais voulu qu'on fasse un festival pour tous les mets qui sont de chez nous. Il y a déjà un festival pour les mets de chez nous qui s'appelle le FESMA. Maintenant, moi, je trouve super bien cette mise en valeur de Aïmolo d'un seul mets. Oui, je suis dans le comité d'organisation. Voilà, c'est ce que j'allais poser comme question. Et puis, après, on va peut-être faire un autre avec festival de EBCC. Festival de terminer. Maintenant. Dites-nous souvent que vous faites quelque chose derrière comme ça, on sait. Comment? Non, je parle de l'organisation. Non, Lise, déjà que nous, on avait voulu faire un sujet là-dessus. On n'avait pas... Voilà, oui, pourquoi ne pas faire un festival particulier? Voilà, ça vous regarde. Il y a des festivals quand même au Togo. Des festivals. Oh, festival à Mignon. Après, il faut installer, il faut inscrire le Aïmolo au patrimoine national de l'humanité. Exactement, c'est notre mission non avouée. Il faudrait inscrire Aïmolo au patrimoine immatériel de l'UNESCO. On doit faire vite parce que Aïmolo n'est pas seulement pour le Togo, n'est pas seulement qu'au Togo. Il y a Aïmolo dans la sous-région, Niger, Djungouri, au Ghana, il y a Wakié, chez Ashanti. Comment?
Wakié. 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 Donc, Wakié qui donne Wakié chez les Wakié. Bérets. Donc, c'est En fait, une sorte de Wakié, sinologie. c'est simplement le haricot. C'est ça le truc. J'étais à Niamey, justement. J'ai envoyé quelqu'un. En Aoussa, Waché, c'est le haricot. Alors, j'ai envoyé, parce que ici, nous l'appelons communément Waché, à Imolo Waché. J'ai demandé d'aller m'acheter Waché. On m'a ramené le haricot. Il fallait plutôt, comment on dit plutôt le djunguri. Non, djunguri, c'est autre chose encore. Okay, non, c'est Waché de Sunkafa. Ok. Waché de Sunkafa. Sunkafa. Oui, Sunkafa, c'est le riz. Donc, c'est l'ensemble, comme nous disons aussi, Aïmolu. Mais moi, j'avais un bon Togolais, j'ai dit. Je veux du Waché. Du Waché. On m'a ramené que le haricot. Bi, 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 Le bi. djunguri Oui, aussi, oui. c'est le Waché avec Ewo. Le ok, djunguri. ok. Voilà. Comme ici chez nous également. Djungoli. Djunguri, là, djunguri, c'est djunguri. Non, mais donc, voilà. pour ceux qui vont passer par Niamey dans pas longtemps, vous voulez manger au Aïmolou, Il faut dire Waché de Sunkafa. Waché de Sunkafa, bien Waché avec du riz. Waché Oui, na mo. Waché avec du riz. Mao, c'est encore quoi ça? C'est Molouche dans Kabylie. Tu sais quoi? Bon. Ils sont au Niger, ils comprennent aucune langue, même comprendre au moins le Kabylie. Le Kabylie. Sinon, Absolument. attention. Est-ce que tu Si sais, t'es pas- tu sais là où je te bats toujours, c'est ça. Voilà. Tu sais qu'il y a des MOBA au Niger. En Afrique, on est partout. Il y a Tchad des aussi. Kabylies au Tchad. Au Tchad aussi. Que me dis-tu? Kabylie au Tchad aussi. Oh, Mais c'est comme trop dis-tu, loin, quoi. Ah bon. Oui. Bah oui. Oui. Avec les mêmes. C'est trop loin, là. Même Si on les frère, appelle le même- Niger, le Burkina, ils sont... Donc, je te bats partout. Il a dit qu'il te bat, il est Moba, il bat. Tu es Moba, Et c'est je normal bats. que tu me battes. Alors, donc, voilà. Mais quand vous aurez mangé à Imolou, là, et que vous aurez des problèmes au ventre et tout, Quand vous allez allez- manger- Un animal bien irez fait voir. ne peut Quand pas vous aurez donner deux des problèmes. continuances. non, Est-ce l'excès, que c'est vous avez quand vous consulté allez un manger- médecin comme le colonel? Fait, C'est l'excès ça. en là, il nuit. faut quand même préciser, il faut Quand nuancer. vous aurez mangé mauvais Aïmolou. Mauvais Non, animal qui peut attention. arriver par hasard. Attention, Là, c'est non. c'est Mais un dire qu'on doit festival. manger C'est un animal et festival. avoir Vous du avez ventre, pris je dis non. toutes les précautions autour. Est-ce que vous avez C'est la consulté? meilleure personne, c'est le meilleur vendeur d'Aïmolou que vous choisissez. Oui. Moi, les je meilleurs, parle, les je meilleurs. parle Non. de l'excès, quoi. Je ne vais pas Oui. dire que vous avez mangé mauvais. L'excès, Mais quand vous avez pris trop d'Aïmolou, ça dépend de chaque personne. Parce que je suis pas déjà, il peut manger une fois, pas d'excès. Il ne faut pas garantir tout. Pause. oui, La pause. trêve de... Mon colonel, Oui. rebonjour. Bonjour, madame. Il fait Le sourire. colonel ne nous comprend Oui, pas. il sourit. Là, Le gars, il sourit. La discussion devenait trop délicieuse. Du genre, je l'ai arrêté parce qu'en fait, ça me donne un creux, là. Ouais. Voilà, un creux. Alors, ce dont on va parler, vous en avez parlé aussi au cours de votre congrès cette semaine, c'est une bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori. Parce que, oui, c'est par hasard, c'est Servet qui disait, parlant des ulcères, qu'il y a un type d'ulcère que l'on dit qu'on guérit, que c'est un ulcère, l'ulcère est causé par une bactérie que l'on peut guérir en bon. Et puis, bizarrement, dans la foulée, un médecin, on en parlait, il dit oui, qu'il y a des cas d'infection à l'Helicobacter pylori, et je découvre cette bactérie et je vois qu'elle est très, très dangereuse si on ne fait pas gaffe. Qu'est-ce que ce bandit-là qui nous fatigue? J'ai eu dire que ça pullule beaucoup plus chez les Noirs, en Afrique noire, que dans les pays sous-développés, que dans les pays supposés développés. Qu'est-ce que l'Helicobacter pylori? Helicobacter pylori. C'est un nom. Barbare. Tu fais des actes barbares dans notre corps aussi. Il est Un nom cloué au pilori. scientifique. Ouais, on va clouer cet Helicobacter au pylori ici. Alors, déjà, il faudrait préciser que l'ulcère de l'estomac ou bien du duodénum, ça se guérit. Il n'y a pas qu'un type d'ulcère qui se guérit. L'ulcère se guérit complètement. Ok. Ensuite, pour parler de ce qui cause l'ulcère, il y a plusieurs situations qui peuvent entraîner un ulcère au niveau de l'estomac ou bien au niveau du duodénum. Et dans ces multiples causes d'ulcère, il y a une cause qui est infectieuse. Et c'est celle-là qui est due à cette bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori. C'est une bactérie. Cette bactérie, elle se retrouve chez un homme sur 2 sur Terre, donc à peu près 50%. C'est globalement, quand on considère les êtres humains sur Terre, Tout continent à peu près confondu, hein. globalement, j'ai dit, tous les êtres humains sur Terre, à peu près la moitié
cette bactérie-là. La bactérie Helicobacter pylori, ce n'est pas l'apanage seulement des pays en développement. Okay. Ce n'est pas l'apanage des pays pauvres. Si vous constatez bien, la fréquence, disons la prévalence est plus élevée dans les pays pauvres, les pays en développement, très souvent lesquels pays ont également des difficultés, ont également des soucis avec l'hygiène. Donc ici, il faut plus rattacher la bactérie, sa présence ou son absence à la qualité de l'hygiène. Okay. C'est une bactérie qu'on retrouve très souvent dans les aliments, dans les boissons qui n'ont pas été correctement protégés, les aliments qui n'ont pas été correctement lavés, qui n'ont pas été correctement cuisinés. Et voilà par quelle voie on peut entrer en contact avec cette bactérie. Une boisson qui n'a pas, ou bien de l'eau qui est souillée par cette bactérie-là, oui, on peut entrer en contact avec la bactérie comme ça. On peut entrer en contact avec la bactérie par l'intermédiaire de, je vais parler de l'eau tout à l'heure, mais des selles également, puisque la bactérie, oui, ça entre par la bouche, mais ça sort dans les selles. Et donc, si les aliments ont été contaminés par les selles, eh bien, on peut si ces aliments-là, on les mange sans les avoir lavés correctement ou cuits correctement, eh bien, oui, on peut avoir cette bactérie-là. C'est une bactérie qui colonise l'estomac, qui vit dans l'estomac et qui se multiplie, qui se développe facilement, aisément, correctement dans l'estomac. Contrairement à beaucoup d'autres germes. Pourquoi? Parce que l'estomac, en réalité, est acide. Mais l'Helicobacter pylori a la capacité de pouvoir vivre en milieu acide. Et d'ailleurs, vivre correctement en milieu acide. Et donc, aujourd'hui, c'est une infection, c'est une bactérie comme les autres bactéries, mais qui a beaucoup plus d'importance pour nous parce qu'on sait que cette bactérie-là, une fois qu'elle colonise l'estomac, elle peut entraîner des lésions. Et dans les lésions qu'elle peut entraîner, il y a des lésions que nous, médecins, nous appelons des lésions précancéreuses. C'est-à-dire, c'est des lésions qui peuvent évoluer vers le cancer de l'estomac. Et donc, on sait aujourd'hui que l'Helicobacter pylori peut être responsable d'un cancer au niveau de l'estomac. Sauf que cette bactérie, aujourd'hui, la très grande difficulté que nous avons en tant que praticiens, c'est qu'elle est de plus en plus résistante aux médicaments, donc aux antibiotiques qui devraient pouvoir nous permettre de l'éliminer. C'est le gros souci que nous avons aujourd'hui. Ce qui fait que oui, on diagnostique, on retrouve la bactérie chez un patient, on met un traitement, après on fait un contrôle et un bout de temps, on se rend compte que ça n'a pas marché. Cette bactérie, on la traite, on élimine chez un patient et après des mois, des années après, un même patient va revenir avec pratiquement les mêmes symptômes ou alors d'autres symptômes et on fait la recherche de la bactérie, on la retrouve encore. Ça veut dire que certainement on s'est recontaminé. Là, je n'ai pas bien compris. Quelqu'un qui a été soigné peut revenir et on retrouve contaminé. Oui, mais le fait que... Oui, exactement. Le fait que... On vous a soigné, on a éliminé la bactérie, mais si je veux dire, l'hygiène n'a pas changé, ça peut rentrer encore dans l'estomac. Pour le moment, il n'y a pas de vaccin, non. Puisque si on dit on a traité, on l'a éliminé, on l'a éradiqué, nous utilisons le terme éradiqué. Si on l'a éradiqué, c'est qu'on l'a éliminé. Et donc, il n'y a pas de raison de retrouver. D'ailleurs, la pratique nous impose après le traitement d'éradication, de faire un contrôle pour s'assurer que la bactérie a été éradiquée. Et donc, on est d'accord, on l'a éradiquée, c'est fini. Mais après, des années, si vous revenez avec les mêmes symptômes qu'on retrouve la bactérie, ça veut dire que c'est revenu, c'est rentré encore dans l'estomac. Pour le moment, on n'a pas de vaccin, mais je pense que les études actuelles, les recherches actuelles évoluent vers
vers cette situation, Alors, on puisse avoir de quoi vacciner C'est vrai que j'ai contre entendu cette... parler de ça, effectivement, que ça peut être cancérigène. En fait, ça peut devenir Oui. oui. Mais Oui. qu'est-ce qui fait la transformation? Qu'est-ce qui fait que ça peut que ça devenir devienne cancer. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des lésions précancéreuses. Une fois que la bactérie entre dans l'organisme, dans l'estomac, elle interagit avec les cellules de l'estomac. Et la première étape, c'est qu'il y a une inflammation. C'est normal, c'est un corps étranger, c'est un germe qui est rentré dans l'organisme. L'organisme réagit. Il y a une inflammation qui est là. L'inflammation peut passer inaperçue pendant plusieurs années. C'est cette inflammation-là qui, au départ de l'infestation, était aiguë, peut se poursuivre pendant plusieurs années. C'est une lésion chronique qu'on peut ne pas savoir s'il n'y a pas de manifestation clinique. Généralement, quelles manifestations est-ce qu'on peut avoir pour savoir? Il n'y a pas de symptômes spécifiques Hein? qui, chez un patient, évoquent d'emblée l'existence de l'Helicobacter pylori. Mais il y a des situations fréquentes qui font penser aux médecins que, attention, ça peut être une pathologie de l'estomac en rapport avec l'Helicobacter pylori. Alors, quelle situation? Vous avez quelqu'un qui a un ulcère. On sait que l'ulcère peut être engendré, causé par l'Helicobacter pylori. Et donc, quand on retrouve les manifestations cliniques qui évoquent un ulcère chez un patient, on est obligé d'aller dans l'estomac. L'ulcère, on ne peut pas faire le diagnostic de l'ulcère à l'œil nu. Il faut obligatoirement aller dans l'estomac pour s'assurer qu'effectivement, il y a une perte de substance, il y a une plaie de l'estomac ou bien du duodénum. Et en ce moment, on parle en fonction de la profondeur de cette plaie-là d'un ulcère. Mais étant donné qu'on sait que l'ulcère peut être causé par une bactérie et que cette bactérie est capable d'engendrer un cancer, il est demandé au médecin, donc c'est une obligation au médecin de rechercher cette bactérie-là. Quand on trouve un ulcère, surtout un ulcère dans l'estomac. Et donc, toute manifestation clinique qui oriente vers un ulcère doit faire rechercher l'Helicobacter pylori. L'Helicobacter pylori, on peut également l'évoquer, rechercher la présence de cette bactérie lorsqu'on a un patient qui a ce qu'on appelle une dyspepsie, c'est-à-dire un ensemble de signes qui témoignent d'un dysfonctionnement de l'estomac. C'est par exemple un inconfort gastrique quand vous avez fini de manger. C'est par exemple le fait que oui, quand vous finissez de manger, vous avez une sensation de pesanteur, une lourdeur au niveau de l'estomac ou bien au niveau de la partie gauche là, de l'abdomen. C'est par exemple lorsque vous rôtez régulièrement, beaucoup trop fréquemment, ou bien par exemple lorsque vous avez une douleur qui peut être rattachée à l'estomac, soit ici dans le creux là, d'accord, sur le xiphoïde, ou bien dans le creux que nous appelons épigastre, ou alors juste sous les côtes à gauche. C'est l'aire de projection en fait de l'estomac. Vous savez, quand vous avez une douleur au niveau abdominal, la douleur, elle peut être due à tout ce qui est dans l'abdomen. Mais il est donc important que vous puissiez dire au médecin où se situe la douleur. Et donc, nous avons une répartition de l'abdomen en plusieurs cadrans dans lesquels nous savons dans chaque cadran quels sont les organes qui se projettent. Et donc, s'il y a une douleur dans un cadran, on sait que voilà, ce sont les organes de ce cadran-là qui peuvent être à l'origine de la douleur. C'est une, je veux dire, c'est une démarche diagnostique qui, si vous voulez, est cartographiée. Vous voyez? Et maintenant, en fonction du type de douleur, on peut savoir parmi les organes qui se projettent dans ce cadran-là, lequel peut éventuellement être à l'origine. Ce qui fait qu'en fait, quand vous dites à un médecin, j'ai mal au ventre, en fait, la machine est en branle automatiquement. C'est pour ça que il y a beaucoup de questions. Qui te touche ici, tu as mal, tu as mal, tu as mal.
Dès que vous lui dites quelque chose au médecin, la machine est en branle. En fait, vous l'avez déjà mis au travail automatiquement par le seul fait que vous vous êtes plaint ou alors des fois par le seul fait que vous êtes présenté devant lui. Il vous a vu. Peut-être qu'il voit quelque chose que vous ne voyez pas. C'est ça la pratique médicale. Mais vous parliez vous avez dit surtout quand l'ulcère est dans l'estomac, je crois, c'est un peu ça. Hein? Il faut soupçonner le Helicobacter pylori. Et quand c'est dans le canal de duodénum? Le duodénum, pour dire oui, canal, je préfère dire duodénum tout court. Parce que avant, c'est comme ça qu'on disait en tout cas. Moi, on parlait tout le temps. Parce que le mien est dans le canal de duodénum. Donc tout le temps, voilà. Duodénum tout court, la bonne appellation. Alors, l'ulcère, que ce soit dans l'estomac ou bien dans le duodénum, on doit rechercher, devant tout ulcère, on doit rechercher Helicobacter pylori. Mais je précise bien au niveau de l'estomac parce qu'en réalité, c'est l'ulcère de l'estomac qui peut évoluer vers un cancer. Le jargon médical dit que c'est l'ulcère de l'estomac qui peut dégénérer en cancer. L'ulcère du duodénum n'évolue pas, ne dégénère pas en cancer. Voilà pourquoi quand on voit l'ulcère dans l'estomac, on est beaucoup plus attentionné que lorsque c'est dans le duodénum. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas traiter l'ulcère du duodénum, on va traiter, mais on sait que sur l'ulcère de l'estomac, il y a un risque de cancer. Voilà pourquoi à ce niveau-là, on porte une attention particulière. On est 2 fois plus regardant. Et à ce niveau-là, on doit systématiquement faire des prélèvements. Parce que le cancer de l'estomac, il peut se présenter sous la forme banale d'un ulcère. Voilà. Aujourd'hui, le plateau est silencieux. On s'agitait, tout ce que le docteur dit, chacun cherche sa gauche, son ventre, son cadran, et tout ça là. Et puis, c'est grave. L'homme disait, vous avez dit maintenant que tout type d'ulcère peut être guéri. Oui. Bon, je vous parle de ce que j'ai connu là. On m'a dit que quand c'est dû à une bactérie, comme vous le dites là, ça peut être guéri. Mais quand c'est psychologique, c'est pas ce que le médecin appelait psychologique. Ulcère psychologique. Voilà, quand la cause est psychologique, on n'en guérit presque pas. C'est ce que le médecin m'avait dit à l'époque. Expliquez-nous. Et puis c'était à Londres. C'était à l'hôpital français de Londres, comme le médecin m'avait dit ça. Alors, les ulcères ont plusieurs causes. Mais le fondamental pour qu'un ulcère puisse survenir dans l'estomac ou le duodénum, c'est qu'il y a un déséquilibre entre ce qui protège l'estomac contre l'acidité. L'estomac produit l'acide chlorhydrique. L'estomac produit l'acide chlorhydrique, l'estomac produit cela. Et cela est indispensable à la vie normale de tous les jours. C'est nécessaire pour la digestion. L'estomac produit. Mais le fabricant, vous permettez le terme, de l'estomac, du corps, dans sa bonté, a mis en place dans l'estomac de quoi protéger cet estomac-là contre l'acide chlorhydrique que l'estomac lui-même fabrique. Ce qui fait qu'en temps normal, chez un sujet normal, il y a un équilibre entre l'acide chlorhydrique produit et la protection. La muqueuse de l'estomac. Il y a un équilibre entre ce qui agresse l'estomac et ce qui protège. Maintenant, de ce qui agresse l'estomac et qui peut créer, c'est-à-dire tout ce qui agresse l'estomac, tout ce qui peut déséquilibrer, qui peut rompre l'équilibre là, peut engendrer l'ulcère. Donc l'ulcère, c'est comme une plaie. Oui, l'ulcère, c'est une plaie. C'est ce qu'on m'a dit, c'est pas comme, c'est une plaie, on m'a dit. Donc, cette plaie-là peut être causée par le tabac, par les médicaments, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, par l'aspirine, les épices, le piment. Personnellement, je ne suis pas trop certain là-dessus, porté là-dessus. Mais il y a des causes vraiment connues, prouvées. Donc, l'alcool, le tabac, quand on ne mange pas beaucoup. Mais l'acide chlorhydrique lui-même. Et quand on ne mange pas beaucoup? Certains disent ça que tu es affamé souvent.
pour commencer. C'est pas le fait d'être affamé qui engendre l'ulcère. Vous avez vu tout ce que j'ai dit, je n'ai pas cité le fait qu'on a faim. Mais si vous avez une plaie dans l'estomac et que cet estomac-là est vide, la sécrétion tombe directement dans la plaie. Alors que si vous avez mangé, bien entendu, voilà, il y a une dilution de cette sécrétion-là, ou alors la plaie, à un moment donné, est recouverte par les aliments. Et donc, ça fait comme un tampon. Vous voyez? Et donc, lorsque l'équilibre là, entre ce qui agresse l'estomac, ce qui protège l'estomac, est rompu du fait du stress. Parce que la sécrétion d'acide chlorhydrique est également sous contrôle du psychisme, si vous voulez. Et donc, vos émotions, nos émotions contrôlent également la sécrétion d'acide chlorhydrique. C'est là où le stress intervient donc comme un facteur pouvant être responsable d'un ulcère. Parce que le stress entraîne une sécrétion abondante d'acide chlorhydrique. Par conséquent, si on traite l'ulcère qui est dû au stress, l'ulcère guérit, cicatrise, mais on n'a pas pris en charge ce qui est responsable du stress, eh bien, la cause étant là, ça revient. Eh bien, on aura la conséquence. Donc, il y aura encore un autre ulcère ou d'autres ulcères dans cet estomac. Donc, à un moment donné, chez un patient comme ça, non seulement il faut traiter l'ulcère qui est la conséquence du stress, mais aussi il faut traiter le stress aussi. Et est-ce qu'on peut avoir l'ulcère à tout âge? Moi, on me l'avait, comment vous dites, détecté, c'est ça? Oui. Oui, et j'avais à peine 15 ans. Oui, on peut avoir l'ulcère à tout âge. Oui, le médecin m'avait dit que c'était la première fois qu'il voyait quelqu'un de mon âge. Jeune. Oui. Tu étais stressé déjà à 15 ans? Je ne sais pas si c'était... Oui, mais dans le centre où vous le dites, c'est normal qu'on ne voit pas l'ulcère très souvent. J'ai vu l'ulcère chez des enfants de moins de 15 ans. Ah, oui. Dans ma pratique, oui. C'est vrai que c'est de plus en plus rare, mais ça existe. Ma question, puisque vous avez cité certaines causes, et pour cet enfant qui, je pense, n'a jamais bu, ne fume pas, qu'est-ce qui aussi pourrait... Oui. Vous ne pouvez pas supposer que les enfants ne stressent pas. Le monde actuellement est tellement stressant pour les enfants. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent stresser un enfant que les adultes, a priori, ne pensent pas que c'est stressant pour l'enfant. Mais l'enfant également peut être un enfant qui prend des médicaments. Nous avons dit tout à l'heure, la prise d'anti-inflammatoires de façon prolongée, la prise tout ce qui est les anti-inflammatoires, le paracétamol, non, c'est un antidouleur. Les anti-inflammatoires, oui, l'aspirine, oui, si vous prenez l'aspirine aussi, mais les anti-inflammatoires, vous avez Brufen, ibuprofène, kétoprofène, le diclofénac, etc., etc. Et après, on vous l'interdit quand vous êtes ulcéreux. Oui, on vous l'interdit quand vous êtes ulcéreux jusqu'à cicatriser l'ulcère. Mais si vous avez une maladie qui impose l'utilisation continuelle de ces anti-inflammatoires-là pour vous soulager ou bien pour vous traiter, oui, nous prenons des dispositions pour qu'en ce moment, si vous prenez l'anti-inflammatoire, que ça n'agresse pas votre estomac. Et la première précaution à prendre par un ulcéreux? La première précaution pour ne pas être ulcéreux. Faire des crises. Non, vous l'avez déjà, pour ne pas faire des crises. Pour ne pas faire des crises. Quand tu es ulcéreux, tu arrêtes de stresser. Quand on est ulcéreux, il faut se faire soigner et cicatriser son ulcère. C'est tout. Et donc, il faut consulter. Est-ce qu'on guérit de l'ulcère? Oui. Ça, mais moi, on m'avait dit non. Oui. Enfin, excusez-moi. Peut-être que les choses ont évolué. Ce que je vous dis là, il y a quand même quelques années. C'est pour ça. Parce qu'on me disait que quand c'est psychologique, c'est difficile d'en guérir. Voilà, comme vous l'avez expliqué. Alors, Hélicobacter pylori, si on en revient, on peut considérer que c'est dans la gamme des maladies de Mensal. Oui. Comme le choléra. Oui, c'est une maladie de l'hygiène. Les maladies de l'hygiène. Oui. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en posant des questions par-ci et par-là,
J'ai eu un médecin me dire que on retrouve ça beaucoup chez ceux, en plus en milieu citadin quand même, que les patients qui viennent des milieux ruraux. Oui. Mais c'est bizarre, quand on me parle de maladies, de l'hygiène, on se dit dans notre machin qu'au village, mais il paraît que la prévalence pour ceux qui vivent dans les milieux ruraux, que c'est plus rare là-bas que nous qui vivons dans les milieux citadins, et que pour tous ceux qui mangent dehors là, les hommes, ceux qui aiment manger, même ceux qui mangent, je dis, dehors comment? Il dit, ben, vous pensez manger dans les grands restaurants, que tous ceux qui mangent de la foule, de dehors, que Ezomé. Alors, déjà, si dire qu'on retrouve ça plus chez les citadins qu'en milieu rural, ça, en tant que chercheur, je ne me prononce pas ça parce que je n'ai pas de données en ce sens-là. Mais par contre, j'insiste sur le fait que c'est une maladie de l'hygiène. Et donc, étant donné que les mœurs ont évolué dans les grandes agglomérations, on est plus tendance maintenant à du fast food. En termes de repas. On est en termes d'emporter, en termes de commandes rapides. Très souvent, c'est le constat. Est-ce que l'hygiène suit? On ne sait pas dans quelles conditions ça a été fait. Voilà. Est-ce que l'hygiène suit dans la préparation des aliments à cuisiner? Je nuance, dans la préparation des aliments à cuisiner. Ça veut dire que l'aliment a été lavé nettoyé correctement avant la cuisson. Et est-ce que la cuisson a été faite correctement? Mais il y a plusieurs étapes. Est-ce que les ustensiles, les récipients dans lesquels les aliments ont été nettoyés étaient ces ustensiles-là même déjà assez bien nettoyés? Est-ce que les aliments sont préparés dans les bonnes conditions? Est-ce que ceux qui ont fait la cuisine sont eux-mêmes hygiéniques? C'est ça, ils ne se portent pas une tas de questions. Nous avons dit que... Ils ne bavardent pas pendant un moment de faire la salade. Nous avons dit que ça peut se prendre également à travers la boisson. Si l'eau ou cette boisson-là est contaminée. Mais dans la restauration actuelle, les façons de faire, combien sont ces restaurants, surtout les kiosques que nous avons, les street foods? Si je veux parler des street foods. Même dans certains grands restaurants, si tu vas dans l'arrière-cour, c'est pas appétissant. Elle nettoie les assiettes, la même eau est gardée, souvent. C'est ça, vraiment. Je pose des questions, en fait. Dehors, dans le street food, est-ce que c'est lavé correctement? Les verres à boire, les plats, les couverts sont nettoyés correctement? Est-ce que c'est lavé avec de l'eau propre et du savon? L'eau qui sert à faire la préparation, est-ce que c'est de l'eau, je vais dire, potable, de bonne qualité? Voilà les moyens, les multiples moyens par lesquels on se contamine. Est-ce que pour manger, on a encore la culture de laver forcément les mains avant de manger? Les gens ne se lavent pas les mains pour manger, les gens se rincent les mains. Et puis après, c'est après avoir mangé qu'on se lave les mains au savon pour ne pas garder l'odeur de ce qu'ils ont mangé sur les mains. Ce qui n'est pas normal. Est-ce qu'en sortant des toilettes, on se lave les mains proprement? Est-ce qu'on a des toilettes dans les restaurants? Vous avez des salles de restauration où on exige d'avoir les toilettes. Mais quand on sort de ces toilettes-là pour revenir directement dans une salle où on fait la restauration, où on mange, est-ce qu'on a pris soin de se laver les mains? Et donc, il faudrait revenir à tous ces fondamentaux-là en termes d'hygiène pour espérer aujourd'hui vaincre toutes ces pathologies-là qui sont en rapport avec l'hygiène. Ce qui est bien, c'est qu'on sait aujourd'hui que c'est pour ces maladies-là en rapport avec l'hygiène, on peut les éviter. C'est des maladies évitables. Il suffit de prêter attention à son hygiène. Mais le problème n'est pas seulement à ce niveau-là, le fait d'être contaminé. Le problème aujourd'hui est également
le fait que cette bactérie-là ne répond plus aux médicaments dont nous disposons pour pouvoir l'éradiquer. Et donc, la question de la résistance aux antibiotiques, c'est quelque chose qu'il faut préciser. Et quand vous parlez de cette résistance, est-ce que, bon, parce que à l'entame, j'ai cru comprendre qu'on l'éradiquait. Et bon, comme vous dites, il résiste, la bactérie résiste aux antibiotiques. Donc, ça veut dire qu'on ne l'éradique plus, puisque comme elle fait de la résistance, est-ce qu'on pourrait encore l'éradiquer avec les antibiotiques actuels, à part le vaccin qui est en cours de... Oui, l'éradication de l'hélicobactère aujourd'hui pose un problème à cause de la résistance de plus en plus fréquente de cette bactérie-là aux antibiotiques. Mais comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation-là de résistance? C'est à travers nos pratiques. Et quand je dis nos pratiques, je ne parle pas seulement que de nous, médecins, mais également des patients, de ceux qui consomment les antibiotiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus éradiquer Helicobacter pylori aujourd'hui, mais on a de plus en plus du mal à éradiquer. On a de plus en plus du mal à conduire un traitement et à espérer que ce traitement-là soit efficace au premier jet. À tel point qu'aujourd'hui, de plus en plus, on évolue vers le fait que lorsqu'on fait le diagnostic, on retrouve la bactérie, l'idéal serait pour nous aujourd'hui de faire ce qu'on appelle d'évaluer la sensibilité de la bactérie par rapport aux antibiotiques. Donc, on fait ce qu'on appelle un antibiogramme pour savoir est-ce que la bactérie, à quel antibiotique la bactérie est sensible. Et quand on fait cette évaluation-là de la sensibilité de la bactérie aux antibiotiques, on a la possibilité alors de pouvoir conduire un traitement bien codifié pour une dizaine de jours et puis le problème est réglé. C'est-à-dire que on n'aura pas le même traitement pour tout le monde. C'est fonction de... Toi, tu viens... Oui, aujourd'hui... On adapte au cas pour être plus efficace. Oui. En principe, comme je l'ai dit, l'idéal, il y a plusieurs méthodes aujourd'hui pour pouvoir rechercher Helicobacter pylori. Mais la méthode fondamentale, ce que nous appelons le gold standard, c'est d'être parti dans l'estomac, de faire les prélèvements de la muqueuse de l'estomac et de rechercher sur cette muqueuse-là la présence de la bactérie. Et à partir de ce prélèvement qu'on appelle des biopsies de l'estomac, biopsie gastrique, on peut faire la culture et donc tester la sensibilité, évaluer la sensibilité de la bactérie par rapport à un certain nombre d'antibiotiques qui peuvent éradiquer alors cette bactérie. Avant de venir l'administrer au patient en question. Oui, avant de faire le choix donc, des antibiotiques qu'on va lui donner, qu'on va donner au patient pour pouvoir éradiquer. Maintenant, quand on n'a pas eu la possibilité d'évaluer la sensibilité de la bactérie aux antibiotiques, en ce moment alors, on fait un traitement probabiliste qui consiste à associer 3 antibiotiques qu'on sait. Et c'est difficile à supporter. Hein. Les patients supportent ça, mais complètement. J'ai vu quelqu'un traiter la fois dernièrement. Le médecin a dit, au bout de 2 jours, ça n'allait pas. Le médecin a dû lui dire, donc laisse tomber celui-ci, on va faire ci. Oui, parce qu'il y a des effets secondaires par rapport à certains antibiotiques, surtout lorsqu'on utilise le métronidazole qui dérange. Mais voilà également des situations en fait qui, à mon sens, favorisent la résistance. On a pris l'antibiotique pendant 2-3 jours, on l'a arrêté, on a changé. Voilà un peu des situations. C'est un réel problème aujourd'hui, le niveau de résistance de cette bactérie-là. C'est un réel problème. Est-ce qu'on l'explique? Oui, parce que par le fait que oui, vous faites l'automédication, par le fait que oui, la prescription, vous ne prenez pas la prescription selon les recommandations de votre médecin, vous n'allez pas jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on vous fait la prescription, les 3 antibiotiques plus un inhibiteur, c'est-à-dire quelque chose, un médicament qui réduit l'acidité gastrique, nous appelons les inhibiteurs de la pompe à protons. On vous fait les prescriptions et puis au bout de 14 jours de traitement, en faisant une quadrithérapie, l'inhibiteur de la pompe à protons plus 3 antibiotiques, ça fait 4 médicaments. Voilà pourquoi nous parlons de quadrithérapie. Au bout de 14 jours, on fait un contrôle 6 semaines après, on se rend compte que
la bactérie est toujours là. Ce qui veut dire que les antibiotiques n'ont pas agi sur cette bactérie. Et on est de plus en plus fréquemment dans cette situation-là. Voilà pourquoi on va arriver à un stade où on va avoir une explosion des cas de cancer de l'estomac. Déjà actuellement... Qu'est-ce que vous voyez déjà actuellement dans vos services? Dites-nous réellement ce qu'il en est. Est-ce qu'on a des cancers d'estomac de plus en plus? Et on peut se dire peut-être oui, parce que là, 1, 2, 3, tu vois quelqu'un qui il te dit on lui a détecté. Ça semble exploser déjà, professeur. Oui, vous avez fait le bon constat. Ce n'est pas pour alarmer les gens, mais ça semble exploser. Pour dire ce qu'il y a exactement. On a une explosion des cas de cancer aujourd'hui dans nos différents pays, au Togo également. Des cas de cancer, je parle de ce qui me concerne, des cancers digestifs. Estomac, foie, estomac, foie, même côlon. Et pire maintenant, c'est que ces cas de cancer se retrouvent de plus en plus chez les sujets jeunes, moins de 30 ans. C'est pas ce que nous, on voyait quand on a commencé ce métier-là. Wow. 35 ans, c'est pas ce qu'on a connu quand... Mais on en a de plus en plus. Avant, on pouvait faire l'année, quelques rares cas de cancer. Maintenant, c'est très fréquent d'avoir des cancers du tube digestif dans nos salles. Et on en voit de plus en plus, et de plus en plus chez des sujets jeunes. On pense que tout ça est lié certainement à on est en transition épidémiologique, comme on est en train de le dire. C'est lié aussi, c'est beaucoup plus à l'environnement. Quand je dis environnement, c'est aussi ce que nous mangeons, c'est aussi ce avec quoi nous sommes au contact. Aujourd'hui, les aliments, j'ai bien dit, nous aimons tout ce qui est fast food, parce que en fonction de nos métiers, en fonction de nos responsabilités dans la journée. Ce qui est les fast food, vous savez qu'il y a toujours des additifs dans ces aliments-là. On mange tous aujourd'hui beaucoup plus manufacturé. Le poulet, la viande, les conserves, sans oublier que dans ces conserves-là, il y a des produits additifs. Les saucisses. On mange, je vais dire, beaucoup plus viande que légumes. Vous voyez, on mange de moins en moins naturel. Oui. Mais au même moment, on est exposé à beaucoup d'autres facteurs environnementaux. Je vais dire... la pollution. La pollution, mais aussi les perturbateurs endocriniens. Ouais, je suis d'accord. C'est des sujets délicats. Nos vernis, mais les trucs voilà, ça se retrouve. mèches, Les perturbateurs endocriniens se retrouvent pratiquement partout. dans Maquillage. même dans les tissus. dans les cosmétiques. Oui, donc il y a tellement de choses auxquelles on est soumis aujourd'hui, auxquelles on est exposé aujourd'hui, qui peuvent expliquer je vais dire, tous ces cas de cancer qu'on a, tous ces cas de cancer digestif qu'on a, et le fait aussi que de plus en plus ça se voit sur des sujets jeunes. Les gens donc on va pouvoir faire quelque chose. Les gens J'aimerais poser une question, professeur. Est-ce qu'un patient qui ne présente pas de signes peut aller se faire une biopsie pour voir s'il est porteur? Ah oui, mais pourquoi tu ris? Il faut aller chercher il faut parler avant que ça ne se déclenche. oui, est-ce que c'est possible? Ou bien vous le faites seulement lorsque ce type de signes, on parle d'ulcère ou quoi? Est-ce qu'on peut le faire? On va voir les signes. Quelqu'un qui rôte, quelqu'un qui pète, qui rôte beaucoup, qui pète beaucoup, qui se sent ballonné, non constipé, qui fait des fois des selles, etc. Mais qui n'a pas d'autres signes, il n'a pas mal, machin. Mais tu rôtes, tu pètes, voilà quoi. Les signes, oui, comme je l'ai dit tantôt, c'est des signes qui évoquent une atteinte de l'estomac. Vous avez une dyspepsie, donc vous avez un inconfort abdominal après le repas, vous avez une sensation de pesanteur ou de lourdeur après le repas, vous rôtez beaucoup, ou bien vous avez mal à l'estomac, mal au ventre. Oui, ça c'est des signes d'emblée. Lorsque ça oriente vers l'estomac, on va aller regarder. Et non, s'il n'y a pas tout ça. On évolue. Il peut ne pas y avoir tout ça là. Vous n'avez aucun de ces signes-là, mais il arrive que, par exemple, vous avez un patient qui a une douleur articulaire
ou bien articulaire. Oui. Uh-huh. Je veux dire oui, un dans les problème articulations, rhumatologique rhumato. pour lequel on va devoir le mettre sous des Ok, anti-inflammatoires. Oui. Et donc, ce patient-là, chez qui on va mettre les anti-inflammatoires, ou bien quelqu'un qui a des troubles emboliques, pour lesquels on va le mettre, ou bien une pathologie cardiologique, où on doit le mettre sous aspirine. Ces patients à qui on doit prescrire l'aspirine ou l'anti-inflammatoire, a priori, n'avaient pas un symptôme digestif. Mais il est recommandé aujourd'hui que chez ces patients-là, surtout s'ils avaient déjà un antécédent d'ulcère, avant de les mettre sous ces traitements anti-inflammatoires ou bien aspirine, d'aller regarder dans l'estomac et rechercher Helicobacter pylori. Avant le traitement. Avant le traitement. Okay. Ça, c'est les recommandations. Donc, vous voyez que c'est des gens qui n'avaient pas un signe digestif, mais on recherche. Vous avez un patient qui a un parent de premier degré qui a fait un cancer de l'estomac. Chez ce quelqu'un-là, oui, il est recommandé d'aller regarder dans l'estomac pour voir est-ce que lui n'a pas un souci avec... Donc, moi, je ne peux pas me lever, venir dire... Oui, tu peux. A priori, on n'a pas... Mais, a priori, vous n'avez aucune manifestation. Oui, mais je voudrais voir s'il est dans mon estomac. C'est pas faisable? Pour voir si c'est dans votre estomac, on n'a pas forcément besoin aujourd'hui de faire obligatoirement une fibroscopie. J'ai dit tout à l'heure que la bactérie peut être recherchée par plusieurs moyens, dont la fibroscopie. Il y a des tests respiratoires qu'on peut faire, il y a des prélèvements sanguins qu'on peut faire. On peut rechercher la bactérie aussi dans les selles. Ok, donc on va faire la liste de selles et de sang pour voir, pour vérifier tout ça. C'est possible. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'analyse de c'est cher. On a droit à une consultation foraine. Je te dis, c'est tout le Togo qui écoute ça, c'est important. C'est important. Oui, mais la recherche... pas le trouble embolique. Et puis chacun pose sa question. On regarde son ressenti. Alors, les questions de santé en général, c'est un caillou. Oui, exactement. Je préfère qu'on parle beaucoup plus de l'embolie pulmonaire. Oui, c'est un caillot qui s'est formé dans les veines quelque part dans l'organisme, mais qui se sont dispersés dans l'organisme. Et quand ça arrive au niveau pulmonaire, où les vaisseaux sont de plus petits, ça peut boucher ces vaisseaux-là. Et ça va donner un gros dommage qui nécessite qu'on aille enlever, sinon, je vais dire, dissoudre ce caillot-là. Et donc, chez ce genre de patients, on prescrit des médicaments qui empêchent la coagulation, la formation des caillots. Et il arrive également qu'on puisse utiliser l'aspirine chez ces patients-là. Parce que c'est supposé fluidifier le sang, c'est ça? Exactement. Mais il y a d'autres pathologies ou situations dans lesquelles le traitement nécessite l'utilisation de l'aspirine. Voilà pourquoi j'ai pour quelqu'un chez qui on va devoir mettre l'aspirine pendant longtemps ou bien anti-inflammatoire, il est recommandé aujourd'hui de pouvoir faire une endoscopie ou alors de rechercher l'Helicobacter pylori pour que cette personne-là ne fasse pas un ulcère ou alors pour que cette personne-là ne récidive pas son ulcère si c'est quelqu'un qui avait déjà eu à faire un ulcère. Donc, c'est besoin de certaines précisions. C'est l'Helicobacter pylori qui est une bactérie des messales. Oui, on peut dire comme ça. Cette bactérie peut entraîner l'ulcère. Oui. Okay. Et puis, mais, voilà, oui, merci. Mais, donc, l'ulcère peut avoir plusieurs causes. Donc, l'Helicobacter pylori est, entre autres, cause de l'ulcère. Oui. Entre autres causes d'ulcère. Alors, qui ne sont pas liés forcément. J'aimerais savoir est-ce que la pratique régulière du sport, peut freiner la fréquence d'une telle pathologie, un sujet qui fait souvent du sport? Le sport, en général, c'est bon pour la santé. Et on devrait même continuer continuellement par, je vais dire, inciter la population, les concitoyens au sport. C'est bien pour la santé. Mais le sport n'a pas un rapport direct avec le fait de pouvoir
je vais dire, être infecté par l'hélicobacter pylori. Non, il n'y a pas de lien de causalité directe. Non. Tu fais le sport que vous n'avez pas pris les précautions. Ah, ben, Maintenant, si vous tu avez fais dit du sport, courir tu fais du et sport fini. plutôt, ils vont boire du jus de bissap, tout, du n'importe- jus de citron, n'importe où, n'importe comment. Peut-être que celle qui a fait... Et puis, donc, les jus de dehors, là, c'est grave. Les jus, là même, ça ne passe pas au feu. Sauf bissap. Non. Quand on prépare, après, c'est les mains qui Bissap manipulent passe, pour mettre oui. dans les boîtes. Citron, C'est pas seulement- on C'est un peu presse. c'est un peu sensible, en fait. C'est pas seulement sensible, hein. les jus, comme le dit. Ça peut être même l'eau, mais tout est question de l'hygiène dans la préparation. L'hygiène, c'est tout. C'est tout. Il faut insister sur l'hygiène. Comme qui Et dirait, donc, tu vois, l'hygiène dans tout ce que nous faisons, surtout dans le cadre de la restauration, surtout dans le cadre des métiers je veux dire de l'aliment, de l'alimentation. Il faut se dire que c'est des êtres humains qui consomment et une fois que l'hygiène n'est pas au rendez-vous, les gens peuvent tomber malades. Et maintenant, celui qui mange aussi doit prendre également des précautions d'hygiène pour pouvoir faire rentrer dans son organisme ce qui est sain. Donc, c'est, disons, au niveau de celui qui prépare ou bien celui qui offre l'aliment, mais c'est aussi au niveau de celui qui mange ou bien ingurgite ou bien met l'aliment dans sa bouche, dans son estomac. Et donc, l'hygiène doit être avant tout. Moi, je préfère dire ça comme ça. L'hygiène, c'est d'abord un engagement individuel, personnel, avant de devenir un engagement collectif. C'est clair. Avant d'aller au collectif, il faut déjà que l'individu soit conscient du fait que l'hygiène, une bonne hygiène concourt à son bien-être, à sa santé. Et maintenant, l'hygiène doit être au niveau collectif. L'hygiène ne se limite pas seulement à ma maison, à ma chambre. Déjà même, l'hygiène corporelle, l'hygiène individuelle commence par l'hygiène corporelle. Et ensuite, l'hygiène de là où je vis. Ensuite, l'hygiène de mon entourage, de ma maison, de mon quartier. Et donc, pour la question d'hygiène, quand je quitte le niveau individuel pour aller au niveau collectif, je dois pouvoir comprendre que lorsque je suis dans ma voiture et que j'ai utilisé du papier, mouchoir, ou etc., je ne peux pas jeter ça dans la rue. Que lorsque j'ai bu du jus ou bien une canette, je ne peux pas balancer ça dans la nature. Voilà, on doit arriver à cela. On ne doit pas cracher en désordre dans la circulation. Donc, j'ai utilisé un masque, je ne peux pas jeter ça dans la rue. Et qu'il y a des poubelles pour cela. S'il n'y a pas de poubelle dehors, tu dois avoir poubelle chez toi ou bien. Garde ça dans ton sac, dans ta voiture, dans ta poche, etc. Et puis voilà. Si chacun adhère, si chacun pense comme ça, si chacun a cette philosophie, déjà si la bonne dame qui fait à manger pour les élèves ou alors qui fait à manger au quartier, si elle a cette préoccupation majeure, elle protège vraiment un grand nombre de personnes. Je ne sais pas s'il y a encore les services d'hygiène qui circulent, d'assainissement, qui circulent peut-être, je ne sais pas, oui, dans les restaurants peut-être, dans les maisons. Ils ne sont plus là. Ils ne circulent pas dans les maisons pour voir dans quelles conditions est-ce qu'à Imolo, non, ils circulaient même dans des maisons pour voir même l'eau de douche et les canalisations. Ces services existent toujours, mais l'ampleur du travail par rapport à l'effectif peut faire que on ne les voit pas, mais ils sont là. Vous regardez dans les marchés ou bien dans les coins de restauration autour des hôpitaux ou bien dans les universités, je sais qu'ils passent. Ils passent souvent. Encore une fois, ces services existent. Ces services, d'ailleurs, même il faut féliciter tous ceux qui travaillent dans ces différents services, notamment l'Institut national d'hygiène, les services d'assainissement, de nos formations sanitaires. Mais l'ampleur du travail, de ce que ces gens-là ont, peut faire qu'à un moment donné, on ne sent pas leur action. Est-ce qu'on a forcément besoin qu'il y ait des services d'hygiène qui font le policier pour qu'on soit hygiénique? Nous parlons d'un problème de santé. Et je crois que oui, c'est à ce niveau-là que vous, médias, vous devez vraiment contribuer à travers la sensibilisation, à travers la formation, ne serait-ce que si chaque matin, vous rappelez aux gens que l'hygiène, c'est important pour notre bien
personnel, individuel et collectif, je crois qu'à un moment donné, oui, les gens doivent comprendre. On n'a pas besoin d'avoir un policier derrière, Alors, un gendarme derrière pour être propre. Oui. Docteur, voilà. peut-être qu'on comprend... Avant que je n'oublie 2 secondes, je reviens encore à l'ulcère. 2 secondes. Consultation. Hein. Vous avez dit qu'on peut avoir l'ulcère, c'est dans l'estomac et dans le duodénum, comme vous le dites. À part ces 2 endroits, est-ce qu'on peut avoir l'ulcère dans l'intestin ou... Oui, on peut avoir l'ulcère dans les intestins. Et nous, généralement, quand nous parlons, oui, les deux. Le grêle comme le gros intestin. Mais généralement, l'ulcère au niveau du grêle, c'est-à-dire en dehors du duodénum ou bien dans le gros intestin. Le gros intestin, c'est ce que nous appelons le côlon. L'ulcère à ce niveau-là n'est pas souvent dû à une bactérie, en fait. Il y a d'autres situations qui donnent ces ulcères-là. Souvent, l'ulcère au niveau des intestins est un problème immunologique dans le cadre d'autres pathologies bien précises qui sont différentes carrément de... Et ça l'a se guérir aussi? Oui, on a des médicaments aujourd'hui pour les pathologies auxquelles je pense. On parle des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Ça se guérit, guérison relative. Parce que oui, il y a des médicaments aujourd'hui qui permettent d'avoir une rémission clinique prolongée pendant longtemps, c'est-à-dire pendant des années, le patient n'a plus de manifestations cliniques, il n'a plus de symptômes, il n'a plus de saignements. Mais est-ce que c'est parce qu'on en parle que je sens une douleur au niveau tu vas gauche? sentir, toute la journée, beaucoup vont sentir des douleurs au niveau gauche. Non, c'est vrai. J'ai une Et puis, question bête. Dites-moi, je voudrais d'abord lui demander au médecin, puisque quand on nous parle là, on entend et puis ça sort par ici. Vous dites qu'il y a des cas, de nombreux cas qui arrivent chez vous, dans vos services, qui débouchent au cancer, chez des sujets jeunes. Ça se guérit. Quel est le taux de mortalité de cette affaire-là? Est-ce qu'on en meurt? Est-ce qu'on peut en guérir? Ça se soigne? Est-ce qu'on a les moyens? Jean, je veux parler du traitement. C'est accessible? C'est disponible par ici? Traitement de l'Helicobacter pylori, oui, c'est accessible, c'est disponible, c'est pris en charge par notre système assurantiel. Et son analyse dans les selles, c'est un peu l'analyse dans les selles est disponible. La recherche par fibroscopie gastrique, c'est disponible puisqu'on fait la fibroscopie. La recherche par voie respiratoire également est disponible. Le tout problème aujourd'hui est d'avoir, je vais dire, un plateau technique assez bien fourni, la disponibilité de ces analyses-là, entre guillemets, de ces bilans-là, un peu partout pour permettre à tout un chacun, au moment où on en a besoin, de pouvoir aller se faire diagnostiquer et se faire traiter. Surtout que je dis, les médicaments sont là. C'est les médicaments classiques que vous connaissez. Sauf que la mauvaise utilisation des antibiotiques aujourd'hui nous a conduit dans une situation de résistance. Maintenant, quand on arrive au stade de cancer. Est-ce qu'il y a un traitement contre le cancer de l'estomac? Moi, je vous dirais que le cancer est guérissable, en fait. Attention, le cancer est guérissable si le cancer est vu tôt. Précocement. Ce qui est très important par rapport à tout ce qui est cancer, c'est une fois que le diagnostic est fait tôt, on a des chances de pouvoir guérir, surtout au niveau de l'estomac. Pas que le diagnostic tôt. Diagnostic tôt est pris en charge aussi précoce. Oui, bien sûr, en principe. On ne peut pas, en situation normale, diagnostiquer et ne rien faire. Si les gens sont diagnostiqués, ils n'ont pas les moyens, le temps de chercher les moyens. Exactement. Parce que ce n'est pas vraiment pris en charge à un niveau par ici. Le tout problème aujourd'hui, c'est le fait que très souvent, ces cancers sont diagnostiqués tardivement, au moment où les possibilités thérapeutiques sont limitées. Au moment où on va peut-être même devoir dépenser beaucoup plus cher que si on avait fait le diagnostic plus tôt. Un cancer de l'estomac diagnostiqué tôt, un des moyens thérapeutiques pour guérir, c'est de faire une chirurgie. Il y a beaucoup de... Ah oui, on intervient, on coupe des trucs. Oui, on intervient, on enlève la zone cancéreuse. Ou alors, on fait une endoscopie avec des gestes thérapeutiques que nous sommes en mesure de pouvoir faire, que les gastro font pour détruire ou pour enlever la partie cancéreuse. Les choses ont évolué aujourd'hui, mais on n'a pas forcément besoin aujourd'hui vraiment d'aller loin pour se faire soigner.
Le tout est une question de disponibilité, en tout cas du plateau technique. Oui. Aujourd'hui, on est en mesure, quand on va dans l'estomac, dans le duodénum, dans le gros intestin d'un patient, de pouvoir diagnostiquer ou alors identifier, je vais plutôt utiliser le terme identifier, les zones suspectes qui peuvent être, je vais dire, où on peut avoir un cancer. Il est possible de voir ça aujourd'hui en endoscopie. Soit en faisant parfois certaines colorations, soit même en faisant des jeux de lumière spécifiques de l'appareil. C'est l'appareil, ce sont des appareils qui ont évolué aujourd'hui. Et donc, les lumières que nous projetons sur la muqueuse permettent de savoir que telle zone est une zone suspecte avant même que la lésion n'apparaisse comme cancer. Et on peut faire des prélèvements, des biopsies à ce niveau-là et se rendre compte que cette lésion est une lésion précancéreuse ou bien c'est un cancer qui vient de commencer. Et on peut faire la résection, on peut faire l'ablation en même temps. Ça, c'est des possibilités qui sont là aujourd'hui. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué aussi avec l'IA, où vous pouvez, en tant qu'endoscopie, vous êtes dans l'estomac, vous avez regardé et puis vous êtes reparti. Il y a des lésions très infimes que vous pouvez ne pas voir à l'œil nu. Ou bien que vous pouvez ne pas voir parce que, pour X raisons. D'accord? Mais l'IA, couplée à l'appareil, maintenant peut vous dire non. Attention. Peut vous recommander de regarder particulièrement telle zone ou de faire des biopsies. Docteur, on a ça ici, c'est la grosse question. Quand je parle de l'IA comme ça, sachez que ça, c'est les nouveautés. Et donc, les appareils comme ça sont couplés à d'autres systèmes de traitement d'images, d'informations et tout ça. Le tout n'est pas est-ce que c'est possible de l'avoir. La possibilité de l'avoir est liée à combien nous mettons les fonds. C'est les moyens financiers. C'est les moyens financiers. Mais déjà, avant d'arriver à ce stade-là, je crois qu'on doit faire l'effort d'avoir ce qu'on a actuellement. Le minimum. Suffisamment, un peu partout sur le territoire, dans tous les coins. Et par conséquent, le tout n'est pas d'avoir le plateau technique, mais il faut avoir les médecins. Et donc, que les médecins soient disponibles partout. Vous êtes combien aujourd'hui, les gastro? Les gastro, nous sommes à peu près une douzaine pour les 8 millions de Togolais que nous sommes. Mon Dieu. Et vous êtes tous allumés, j'imagine. Alors, un à Cara, peut-être, je ne sais pas. Et je crois qu'à ce niveau-là, il faut déjà saluer les efforts du gouvernement. Depuis quelques années, nous avons à la faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé une école de formation des spécialistes en hépatogastro-entérologie. Nous avons été formés à l'extérieur. Mais maintenant, nous formons nos spécialistes au Togo. Et nous sommes déjà à notre 3e promotion de formation de spécialistes. Ce qui fait qu'on commence par disponibiliser des Togolais spécialisés en hépatogastro-entérologie, comme vous avez pu même le constater au cours du congrès, de notre congrès passé. Et donc, à l'intérieur du pays, vous avez actuellement à Cara, on a à peu près 3 gastros qui sont là. À Cara, on a à Dapaon 2 gastros qui sont là. Sinon, avant, c'était toujours à partir de mon service qu'il faut couvrir jusqu'à Dapaon. C'était compliqué. Mais maintenant, on a au moins un pool à Cara, on a un pool à Dapaon. Et l'idéal pour nous, l'objectif maintenant, c'est qu'avec les jeunes qui sont en train de sortir, qu'on puisse couvrir les autres régions, Sokodé, Palimé, Atapamé, Aného, et puis après Bassar, etc., etc. Mais tout ça encore que les jeunes Togolais acceptent de se spécialiser. Et une fois spécialisés, d'être déployés à l'intérieur, qu'ils acceptent de rester déjà au Togo et d'être déployés à l'intérieur. Le gros constat aujourd'hui, contre tout ce qu'on entend parfois,
il y a un très grand besoin en hépatogastro-entérologue, pas seulement au Togo. Ce qui fait que vous formez un hépatogastro-entérologue, si vous ne le maîtrisez on lui fait une meilleure offre. Rapidement, Il un peu va partout falloir en les Europe. mettre des chaînes. Oui. On lui fait une meilleure offre Donc, quelque part. mais il faut être il concurrentiel faut- aussi, par ici. Il faut faire des offres. Non, c'est pas C'est bon, je sais que tu n'es pas c'est d'accord. On a fait ce débat la semaine dernière, tu te Ok, tais, merci. je ne te donne pas la parole sur cette question. Je sais que tu n'es pas Ne d'accord. réveille pas mon ulcère. Par rapport Il à faut faire une l'ulcère meilleure dans offre, oui. l'intestin, c'est la question que je disais. Est-ce qu'il n'y a pas, on ne peut pas faire une ablation, et puis la partie, je ne sais pas, c'est pour ça que je disais On que va c'est... couper ton estomac. Non, c'est Non, pas l'ulcère. les je dis dans l'intestin. Lui, il est un peu... Comme est-ce il est qu'on peut- long, là, ou bien? On ne peut pas couper. L'ulcère, non, peut-être pour le Non. cancer. Non. Oui, à ce niveau-là, quand on met les médicaments, Ça dont passe. j'ai Oui. certains médicaments, oui, ça se cicatrise aussi. Mais docteur, vous n'avez pas répondu à ma question par Oui. rapport aux nombreux cas que vous dites avoir actuellement. Oui. Dites aux Togolais, dites-nous comment ça se passe. Est-ce qu'il y en a vraiment qui en sortent par rapport Au au nombreux taux de cas par réussite rapport et de, à quoi? réussite et échec? Est-ce qu'on en survit? Est-ce qu'on en meurt? Parce que les traitements sont disponibles, le plateau technique, il est relativement là pour gérer ce qu'on a aujourd'hui. Mais comment ça se passe? Les nombreux cas par rapport à l'ulcère ou bien par rapport Non, par rapport au cancer. cancer, à Cancer. l'hélicobacter pylori, donc qui évolue, qui migre vers donc les différents cancers digestifs. Alors, les cas par rapport aux ulcères gastriques ou ulcères duodénaux, ça se guérit, Oui. comme je le dis. Ça. Ça se nettoie complètement. Il peut y avoir des récidives. Ça dépend de plusieurs situations. Les cas d'ulcères qu'on a aujourd'hui, oui, nous sommes confrontés au fait qu'on fait l'éradication et que ça ne marche pas dans un certain nombre de cas. Et nous savons très bien que cela est lié à la résistance aux antibiotiques. Et nous réfléchissons en ce sens-là. Nous avons eu d'ailleurs 2 jours de congrès pour réfléchir, pour partager nos expériences dans ce sens-là. Ce n'est pas un problème, je l'ai dit, togolais, hein. C'est un problème général. Tous les praticiens connaissent. Donc, nous entendons pour uniformiser nos pratiques. Voilà pourquoi on parle de recommandations. Et surtout d'adapter parfois ces recommandations à nos réalités. Voilà ce que nous avons fait pendant 2 jours à Lomé. Contextualiser les grandes recommandations là à notre contexte d'Africains au niveau, en tout cas, subsaharien. Ça, c'est une chose déjà. Donc, l'ulcère, ça se guérit, ça se nettoie complètement. L'éradication à l'hélicobacter pylori, on en réussit. Mais on connaît des situations du fait de la résistance aux antibiotiques. Les cas de cancer gastrique, ça c'est autre chose. Les cas de cancer gastrique, je dis bien, malheureusement, nous faisons le diagnostic très souvent tardivement, où les possibilités thérapeutiques sont limitées. Je veux dire, les possibilités thérapeutiques de guérison sont limitées. Et donc, en ce moment, l'objectif, il est essentiellement de pouvoir prolonger la vie le plus longtemps possible, de pouvoir accompagner quelqu'un le plus longtemps possible dans cette situation-là. L'être humain, à partir du moment où il est rentré à l'hôpital, il est tombé malade, il vient en nous, en tant que soignant. Notre obligation, c'est de l'accompagner, d'être compatissant, de le soigner, de le guérir si nous avons la possibilité de le guérir. Mais des fois, nous n'avons pas cette possibilité parce qu'au stade où on est de la maladie, la guérison n'est plus possible. Vous leur dites ça? Quand c'est pas possible, vous leur dites que c'est un accompagnement maintenant, voilà, pour... Il faut nuancer les choses par rapport au patient. Je crois qu'il a droit à être informé, à savoir ce qu'il a. Je ne vais pas lui dire que il y a une façon de lui dire. Tonton, tu vas mourir bientôt. Donc, voilà. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Je l'ai dit, il faut être compatissant aux gens. Vous savez, aujourd'hui, on doit beaucoup plus cultiver aussi la question de la façon dont on échange avec le patient, de la façon dont on discute avec lui, de la façon dont on l'accueille. Parce que c'est un être humain, il réfléchit, il interagit avec nous, il interagit avec son environnement. Mais n'oublions pas qu'à partir du moment où on tombe malade, on est plus ou moins un peu diminué. Et donc, quelqu'un qui est malade peut avoir des comportements, des propos qui peuvent être un peu... déplacé. Je vais dire déplacé. Quand je dis déplacé, pas forcément dans le sens déplacé par rapport s'il était
normal. Il faudrait également comprendre à un moment donné que c'est sa situation. Tout à fait. Vous et moi ici, ça peut nous arriver. Quand clair. on est malade, on est souffrant, on a une douleur, on peut être irritable. Merci. Voilà, quand je Complètement. parle de déplacer, on peut être irritable, d'accord? Donc on va dire, c'est déplacé par rapport à la situation normale ou s'il n'a pas de douleur, il n'est pas comme ça. irritable. On dit, voilà, vous dites qu'il n'est pas comme ça veut dire que c'est peut-être la maladie ou la douleur, ou bien la peur, ou bien le manque d'argent, de moyens, etc., qui font que dans cette situation-là, bon, il est un peu irritable, il est un peu pas très causant, etc. Il faut parler avec lui. C'est pour ça qu'on est soignant, pour l'accompagner, l'aider. Mais il faut également lui expliquer ce qu'il a. Mais parfois, il peut arriver que pour expliquer à quelqu'un ce qu'il a, on se pose la question, est-ce qu'il est en mesure de pouvoir supporter, savoir ce qu'il a. Et donc, on doit pouvoir également trouver des moyens pour le lui dire. C'est pas très aisé. Gymnastique. C'est pas très aisé. Vous pouvez dire à quelqu'un qui est dans une situation grave, difficile, comme un cancer où franchement rien n'est permis. Non, si c'est quelqu'un, vous lui dites, et à un moment donné, il cesse de se battre. Je ne sais pas si on comprend bien le terme là. L'être humain, pour moi, je ne vais pas généraliser, pour moi, d'accord, de mon expérience, il n'est pas que physique, organique comme on voit. Il y a son autre qu'on ne voit pas. Surtout ça. Il y a son autre qu'on ne voit pas. Et donc, il y a cet autre-là que nous ne voyons pas, que nous pouvons blesser et des fois que nous blessons sans savoir, de par notre façon de faire, de par même des fois les propos ou bien les agissements. J'ai parlé du fait que à cause de la douleur ou de la maladie, la personne est irritable, alors que ce n'est pas quelqu'un qui est comme ça d'habitude. Et donc, des fois, on peut être amené à le protéger contre lui-même. Pourquoi j'ai dit ça? Vous lui avez annoncé un diagnostic difficile et puis il cesse de se battre. Pourquoi j'ai dit cesse de se battre? Parfois, l'espoir fait que les traitements marchent. Le corps réagit plus longtemps avec vous. Et l'espoir là fait que son immunité est boostée. Alors que le diagnostic, il est lourd, vous l'annoncez. Et peut-être vous n'avez pas bien annoncé, il se dit bon, c'est bon. Et voilà, ça sert à quoi? Et quelqu'un même accepter les médicaments, il se dit bon. Même la famille, il arrive que la famille l'abandonne. On fait des ordonnances, il achète plus. Il arrive que la famille l'abandonne. Et ça, vous ne savez pas ça souvent. La famille l'abandonne. On fait des ordonnances, il n'achète plus. Il cotise l'argent pour le cercueil et les funérailles en même temps. Et quand la famille l'abandonne, il devient la charge de qui? Il devient la charge du personnel médical. Des fois, c'est le personnel médical qui lui cherche à manger, qui même lui paie à manger. C'est le personnel médical qui le nettoie. C'est le personnel médical qui cotise pour le prendre. Oui, ça, c'est des aspects que on ne sait pas vous toujours. Vous ne savez pas toujours. Mais également, il y a aussi d'autres aspects qui font que, oui, qu'on doit corriger en termes de mieux parler aux gens, être compatissant, mieux les soigner, etc., etc. Donc, c'est un tout. J'évoque tout ça pour dire que nous avons tous, chacun à son niveau, un travail à faire. Un travail à faire, personnel, mais également collectif. On peut des fois retenir un peu le diagnostic pour le bien du patient. Et même de la famille, on ne dit même pas aux parents. Non, aux parents, est-ce que, professeur, s'il arrivait que vous, personnellement vous, un médecin, constate que le cas du patient là, désespéré. Est-ce qu'on peut dire aux parents, écoutez, au lieu de gaspiller autant d'argent, on va l'accompagner humainement, mais on ne pourra plus rien faire. Est-ce qu'on peut le dire? Oui, on doit informer les parents. Ce n'est pas tous les parents forcément qui abandonnent. Réagissent bizarrement comme ça, oui. Des parents peuvent savoir que c'est fini, mais ils l'accompagnent. Notre rôle, est-ce qu'il nous est permis en tant que médecin de choisir pour un patient de dire que bon, comme son cas est désespéré, est grave, est compliqué, qu'on ne peut rien humainement pour lui, on abandonne, on ne lui procure pas les soins. Est-ce que de façon éthique, nous avons ce droit-là? Nous n'avons aucun droit de faire ça. En tant que médecin, on ne peut pas choisir pour un patient. Qu'est-ce qu'on sait du fait qu'on a prolongé la vie de quelqu'un d'un jour ou de 2 jours, de 10 minutes? Je ne peux pas apprécier, vous non plus. C'est la personne
qui a bénéficié des 1 jour, 1 minute, 10 minutes de vie supplémentaire, qui est la seule à pouvoir apprécier ce que ça lui apporte comme bénéfice ou pas. Nous, notre rôle est que tant qu'il n'est pas parti, on est toujours là avec lui. On lui procure les soins nécessaires. Et quand il va partir, il faut qu'il parte dignement. Oui. Il faut qu'il parte dignement. Et même quand il est parti, sa dignité reste pour son corps. Oui. C'est clair. C'est un mot que j'entends souvent, partir dignement. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, partir dignement, c'est partir pour moi, encore. Partir en sachant que les gens sont autour de vous, ceux qui sont appelés à vous soigner, soignants professionnels comme soignants non professionnels, parce que les parents aussi contribuent aux soins. Les accompagnants, ce qu'on appelle accompagnants dans notre jargon, ils contribuent. Que tous ces gens-là étaient là et qu'ils ont compati à votre situation et que les gens vous ont gardé votre dignité malgré que on est malade. C'est pas parce que quelqu'un est malade aujourd'hui qu'on va lui manquer de respect, qu'on va mal lui parler, qu'on va lui cacher ce qu'il doit savoir. C'est son droit. C'est pas la situation de maladie ne lui enlève pas ses droits en tant qu'être humain. Voilà ce que j'appelle partir dignement. Partir dignement. Des patients savent parfois qu'ils vont partir, hein, ils savent. Et il peut te dire, il part. Ils sentent quand ils savent, il peut discuter avec vous. Et je vous assure qu'il arrive parfois dans des services où on prend en charge des patients compliqués, des cas de cancer ou bien les patients qui sont en fin de vie, ou etc. Que le patient décide, prenne sur lui avant de partir, de vous remercier. De vous remercier, de remercier toute l'équipe qui était là pour tout ce que vous lui... Il y a des patients qui le font. Donc, vous devrez savoir que l'être humain, même quand il est parti, sa dignité reste. Et donc, ce n'est pas quand on le soigne seulement qu'on doit être respectueux avec lui. C'est là où la question des propos, de comment on l'accueille, comment on le traite, comment on se comporte en sa présence, ça compte beaucoup. Et ça va être collectif, c'est individuel, mais collectif. Vous devez tout faire pour toujours être vous, quoi. Oui, c'est ça. Même quand vous avez aussi des petits problèmes humains. On s'en fout de nos problèmes. Nos problèmes humains ne doivent pas interférer avec notre pratique. C'est clair. Nous devons faire tout pour que, tout quand nous rentrons à l'hôpital, nos problèmes personnels, ça peut être de famille, etc., restent à la porte pour que ça n'interfère pas avec les soins que nous avons à produire. Maintenant, quand vous finissez là, votre exutoire, c'est où? Est-ce que vous avez un psychologue qui vous vide? Vous vous videz parce que vous en avez besoin. Ça dépend de tout un chacun. Et c'est beaucoup plus intense pour ceux qui ont la charge des services difficiles où on voit des cancéreux, où on voit, comme je suis en train de le dire. C'est aussi avec l'expérience qu'on se protège. Pas qu'on se protège, qu'on s'en sort mieux. Sinon, je ne dirais pas ici qu'on ne laisse pas des séquelles. On laisse des séquelles, mais peut-être qui ne sont pas visibles. Vous savez, parfois, quand on perd un patient, on peut être stoïque n'importe comment devant lui, mais après on rentre au dans votre bureau, vous allez chialer un peu. Pour chialer un peu, comme elle le dit. Ça arrive, ça arrive très souvent. C'est la question que j'allais poser. Et ça arrive très souvent. Ça va vous déstresser, ça va vous déranger aussi. Si le soignant se met à chialer devant le patient, c'est que... Voilà, donc là, on ne peut pas faire ça tout le temps, mais ça arrive. Ça arrive. Oui. Les médecins, c'est des humains comme nous. Ils sont sensibles, mais ils comprennent aussi que dans certaines circonstances, nous puissions être désagréablement désagréables envers eux. Ils se disent, comme Jésus a dit, Père, pardonne-le, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Le médecin, lui, sait ce qui nous arrive. Oui, c'est clair. Il arrive que des patients... On les agresse. Voilà, agresse. Oui, c'est comme il l'expliquait. Oui. Je pense que c'est la situation. Le gars, il est tellement désespéré qu'il s'en prend à celui qui essaye de le soigner, de l'aider. Donc, il pense d'ailleurs même que c'est sa faute. C'est lui son problème. Voilà, il dit, toi, tu ne fais pas vite, ou bien tu ne m'as pas, je sais vraiment... Allez,
Bon appétit, mais non, parce qu'on ne va pas finir comme ça. On va parler de quelque chose d'un peu plus... D'un peu plus gai. Oui, digérable. Digérable. Allez, on souffle 2 petites secondes et puis on revient juste derrière pour parler à Imolo. Professeur, vous restez avec nous. Du maire de la commune de Golfe 2, l'association NADAF, le centre Conso Togo et Autre Monde Communication organisent Aïmolo Festival du 18 au 21 avril 2025 sur l'esplanade en face du CTF Togo 2000. Venez consommer vos Aïmolo préférés de la capitale durant le week-end de Pâques au terrain en face de Togo 2000. Aïmolo Pokporokbo, Berebevi, chez Wiyao, Aïmolo Delo, Aïmolo Madame Monsieur, Aïmolo Madame Guy, Aïmolo Mayano, Aïmolo Emilno, Aïmolo Eza, chez Tonti Gloria, Aïmolo Inch'Allah, chez Davida, Aïmolo La Grâce. Au programme, des conférences, des panels, jeux de société, espace enfants, concerts gratuits, fitness, atelier cuisine, meilleur mangeur d'Aïmolo de Lomé. Aïmolo Festival, c'est 96 heures non-stop pour célébrer notre Aïmolo national et promouvoir sa consommation. Entrée libre et gratuite. Aïmolo Festival, l'événement des congés de Pâques à Lomé. Contact 91 92 31 87 96 35 0202. Alors, oui, on va parler à Aïmolo, c'est vrai. Mais professeur, aujourd'hui, comme M. Togbo l'avait dit, Aïmolo a évolué. On mange Aïmolo, donc du riz, haricots. On met du koklozi, on met du wangash, on met du kanami, on met du nilan, on met du akbama, on met du adokbi dans le même plat. Professeur, est-ce que nous n'avons pas transformé Aïmolo en une bombe dans notre corps? Alors, vous savez, en termes de repas, c'est l'excès, en fait, qui pose problème. On peut manger tout ça, mais si c'est dans des quantités ou dans des proportions acceptables, raisonnables, ça ne pose pas de problème. Mais les dans mélanges ce que comme vous ça... avez, le mélange en soi ne me pose pas de problème en tant que digestif. Mais c'est parfois certaines compositions. Dans ce mélange-là, s'il n'y a pas trop de gras, s'il n'y a pas trop de sel, pour moi, c'est déjà quelque chose de bien. D'accord. Aïmolo, attention, initialement, dans sa préparation, Aïmolo de Béré, comme vous dites, c'est Aïmolo qui se préparait avec beaucoup de potasse, qui donne à Aïmolo sa couleur, parce que la potasse permettait de pouvoir bien faire cuire le haricot. Oui. Donc, c'était suffisamment de potasse à tel point que même le goût même du riz laissait le goût de potasse dans la bouche. Par contre, moi, en tant que digestif, je ne serais pas d'accord avec. Parce que la potasse peut agresser la muqueuse de l'estomac. Donc, l'excès de potasse également à ce niveau-là, sinon pour dire la potasse de façon, je ne suis pas trop fan de ça. Et donc, j'insiste donc sur l'excès. L'excès en sel, l'excès en huile, c'est pas bon pour la santé. Donc, il y a d'Aïmolo avec plus de haricots, mais pas beaucoup de potasse. Mais le temps que ça va mettre pour cuire, mais légèrement de potasse pour que ça aide à cuire. L'excès. Donc, ce qui est plus grave alors aujourd'hui, docteur, ceux qui donc préparent Aïmolo sans aïe et qu'avec de la potasse pour avoir la couleur d'Aïmolo, là, ça c'est-à-dire ça c'est des pires ones, comme on dirait en kabien. C'est complètement bannir. Pour ça, déjà, même en ce moment, je ne pense pas qu'on est en train de parler d'Aïmolo. Il n'y a pas d'haricots dedans. Donc, c'est un peu, ça revient au riz avec du curcuma, par exemple. C'est ça, oui, voilà. Donc, c'est plus Aïmolo. Mais si Aïmolo doit être préparé uniquement avec potasse, je pense que ce n'est pas bon pour voilà. Alors, on a vu des grands noms de Aïmolo par là. Non, avant de revenir à vous, donc dans le même plat, si c'est à proportion raisonnable, je peux mélanger Azin, Kudo et Noir, Wangash, Kudo, Novia, Kwakbama, tous les conjoints, Aïmolo à 8 pièces. Ça ne pose pas, à mon sens, aucun problème. Ce que j'incrimine dedans, c'est l'huile, c'est le sel, et la potasse. Le bouillon industriel. Voilà ce que j'incrimine dans ce plat-là. Maintenant, si tout le reste est fait comme... Regardez-moi ce bon plat d'Aïmolo.
Tu vois, tu avais oublié spaghetti. Il manque gari. Il y a certains qui mettent même de la laitue. C'est selon chaque client. C'est selon chaque client ce que tu veux. Tu pas regardez-moi, ça c'est Aïmolou parce que me quoi il est. Oui, vraiment ça c'est Aïmolou. C'est rempli d'ada. Vous ne faites pas du bien, vous ne me faites pas du bien ce matin avec ce plat. C'est pas rempli. Non, il y a j'avais le plaisir de servir, mais pas servir même Koumera. Oh, servir ça fout. C'est un débat. Professeur, vous savez qui n'a jamais mangé la pâte? De sa vie. Qui sait si ulcère là ne vient pas de là? Sa dernière pâte doit remonter à. Oui, il ne mange pas la pâte. Il mange quoi alors? Il ne mange pas foufou. Je vous promets, son dernier foufou doit remonter à 50 ans aussi. Non, pas. Ou bien plus, peut-être plus. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Non, on peut servir. Professeur, il est là tout le temps à boire. Vous savez, son repas, le matin, il se lève, il boit du lait. À midi, il prend du chocolat. Du chocolat. Le soir, il grignote un peu de madame Mémé et puis il dort. Wow. Non, tout le long de la journée, il boit du lait comme de l'eau. Il boit le lait à la place de l'eau. Et puis, il finit le chocolat. Quel lait? Lait d'origine animale ou bien végétale? Professeur, il faut lui dire que pour guérir de son ulcère, il faut manger la pâte. Et puis, beaucoup. Il n'a pas déjà un problème avec. Des mains. Je ne sais pas si j'ai jamais goûté à ce que vous avez. Voilà. Les trucs gluants là. Est-ce que nous appelons là? Il dit le truc gluant là, des mains là. Le truc gluant. La sauce que j'aime, c'est les petites sauces claires, légères là. J'adore la pintade. Bon, maintenant, si il n'a pas mangé la patate seule, ça rien. Mais 2 morceaux après. Quand il dit la morceaux, 2 petits morceaux. Ils sont à terre. Mais j'ai un problème. Il m'arrive d'oublier que je n'ai pas mangé costaud, salé quoi. C'est vrai. Et c'est le soir que je lui dis, tiens, aujourd'hui, j'ai rien pris de salé. Je prends des fruits. Vous comprenez, François, il est costaud, non? Son problème, c'est un problème de grande taille. Donc, c'est un problème de taille avec lui. S'il mangeait la pâte, ça allait faire un effet tampon. Et puis, c'est fini, il n'aura plus. Il a grandi comme ça. Donc, que c'était depuis l'enfance. C'est ce que vous appelez, dans votre jargon, les cas désespérés. On n'en parle plus. C'est bon, il reste comme ça. Il n'y a plus rien. On ne peut plus rien faire. Non, on ne peut plus rien faire. C'est fini, c'est un spécimen et il est le dernier de sa race. Non, ici, on n'a pas peur de le dire parce que lui-même, il le sait. Il est en bonne santé. Ses parents savent qu'on ne peut plus rien. Voilà. Lui, c'est le dernier de sa race. Et puis, on prie pour que sa progéniture, personne ne prenne une barrière. Voilà. Alors, Aïmolou, on a vu dans le sport de grands noms d'Aïmolou, mais quelqu'un me dit, mais je n'ai pas vu Rafa, non. Je n'ai pas vu Véro, non. Oui, on voit. Parce que c'est. Il y a des noms. Oui, vous avez des Aïmolou préférés en ville? Mange de moins en moins en street food. Pour le travail que vous faites, c'est clair que vous devez être très très regardant sur votre consommation alimentaire. Être réservé aussi. Ah ben c'est clair. Ce qu'il voit, j'imagine. On ne peut pas tout dire. Alors, les grands noms seront là. Certains seront là, d'autres non, parce qu'on ne peut pas avoir d'emprise sur eux. On a quand même introduit des courriers à leur niveau. Certains ont accepté, d'autres non. Pour des raisons peut-être logistiques, ils viendront peut-être sur les secondes éditions. Sinon, nous, on a quand même fait le travail qu'il faut en amont. On a introduit des courriers, on doit raconter régulièrement. Au-delà de l'aspect administratif, ça vient d'où cette histoire? C'est quoi la petite histoire derrière ce festival-là? Qui a dormi et qui a rêvé et qui a pensé ça? On est 3 sur le projet, on l'a mûri depuis pratiquement 5 ans. Ce projet-là, on a remarqué Aïmol Bignoré, depuis 5 ans qu'il est au feu. Aïmol aujourd'hui rassemble les communautés. Aïmol, comme vient souvent le dire, casse les murs et érige des ponts. Claire. Dans un kiosque, dans une gargote d'Aïmol où il n'y a plus qui est du nord, qui est du sud, qui est de la mouvement présidentiel, qui est de l'opposition, qui est musulman, qui est chrétien, non. Quand on oublie tout ça là, on ne fait que déguster son Aïmol. On adore, on parle de match, on parle de si, mais on est content, on s'esclave, on se donne des petits tapes sur... Éloi, on devait saluer des amis d'Aïmol de la fois dernière, non? Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Tout Kofa, à l'heure, je disais Kofa et puis Issa, je crois. Je salue Kofa, non, la communauté des barbus bien soignés, là. De chez Aïmoluto. Ils sont sur ce projet. Issa, vraiment, on a oublié samedi. Non, j'ai oublié, c'est samedi que j'avais promis, comme dirait coucou. Donc, Issa et Kofa. Vraiment, si vous nous suivez... Ils sont sur ce projet. Tu vois, on est allé manger à Aïmol et puis ils nous ont trouvé... Enfin, on ne se connaissait pas et puis, voilà, ils se sont dit, vous voulez boire quoi? Dit non. Non, ils ont dit,
Et puis, vous ne prenez pas du jus. Vous ne prenez pas boire du jus. On va vous ramener autre boisson. Donnez-leur. On ne les connaissait pas. Ils sont très sympas. C'est comme vous dites que donc, dans les gargotes, à Imolou, les comptes sont ça cassés. casse tout, quoi. On ne sait pas qui est. Nous, même, on fait à Imolou Party, à 16h. Les barbus dont vous parlez, là, ils vendent à Imolou. Ils sont sur Taxi FM. J'invite tout le monde. Je dis, allez, on s'en va pour Aïmolou Party. Et puis, on fait Aïmolou Party. Alors, vous dites que les barbus, précisément, ils aiment Aïmolou. Je comprends. Il n'a pas de barbu, je ne peux pas voyager. Les barbus, communauté de la barbu, ils sont sur le projet avec nous, ils accompagnent aussi, ils sont avec nous. Ah, super. Donc, c'est des gars qui sont aussi très, très, très sympas. Et voilà. Tu te rappelles, il y a on avait reçu une étudiante de Ezamod, là, qui disait qu'elle connaissait, qu'elle faisait le tour des différents coins d'Aïmolou. Ça, c'est vrai. Et il y a des passionnés de l'Aïmolou. Bon Dieu de haricots. La couleur n'est pas trop foncée, donc il n'y a pas trop de hakam dedans. Ça, c'est du Aïmolou. Et puis, regardez là-bas. Est-ce qu'on peut mettre l'œuf comme ça dedans? Ça ne fait rien. Non. Si on lave déjà en l'œuf, si on dit on lave déjà, on peut l'introduire. Et nous, les Gondos, c'est à Miaïwan. Tu as des yeux j'ai vu Wangache. Non, c'est Wangache qui nage. Non, c'est lui qui se voit. C'est lui qui se voit. On prépare tout ensemble. Non, pas tout ensemble, de la fibouille. Alors, parlant des barbus, parlant des costauds qui est Maïmolou, jouez-moi la chanson d'Aïmolou, s'il vous plaît. Donc, il y a même une chanson d'Aïmolou. Là, c'est Bitarae. C'est bon? On peut aller? Alo banye mbenade alo banye alo banye mbenade alo banye alo banye mbenade alo banye Aïmolou be festival la dans campé ebe c'est toto ebe c'est fianfian ngbagba kudo ami kudo gali photo ak mama vide kalami vide wangage kudo amada kudo feye vide ak pena lomé comme une grande foot de bac pour nous glao 18 au 21 avril les bemia do Aïmolou terrain quelque encore c'était flette go 2000 entrée entre les libres la mi vanemia lui alo banye mbenade alo banye alo banye mbenade alo banye alo banye mbenade alo banye Aïmolou be festival la dans le campé. L'entrée est gratuite, mais bon, c'est pas comme s'il y avait une grande marmite d'Aïmolou où tout le monde allait puiser. On l'a Aïmolou gratuit. C'est pas ça, justement, c'est pas parce que c'est pas ça. n'est pas gratuit, c'est plutôt l'entrée sur le site du festival qui est gratuit. Et là, laisse tomber là. Vas-y. L'entrée, elle est gratuite, mais quand même, il faut quand même débourser. Pour payer Aïmolou, il y a au moins 15 stands qui seront érigés, au moins 15 stands avec plusieurs déclinaisons d'Aïmolou. Mais là, est-ce qu'il y a un stand de la commune entre le stand de Bien sûr. Moi, je viens, je paie rien, je m'assois, je mange. Donc, gratuité dont je parlais là, toi, tu parles de quoi ça? Manger là sans payer. On va aller sur le stand de la commune, on reste là-bas et les gens vont ramener. Mais les clients qui viennent vont quand même débourser pour. Chacun parle pour lui, je ne parle pas. Oui, je sais, mais c'est pas que tu le dises en fait. Je sais. Mais il y a quelque chose là, j'ai une petite réserve. Vous avez parlé d'un concours entre les exposantes. Dans les exposants, il y a des hommes aussi, non? Oui, concours plutôt entre les exposantes. Et vous avez dit non, sera organisé pour déterminer le meilleur plat d'Aïmolou. Non, c'est plutôt un concours du meilleur. Actuellement, c'est meilleur mangeur. Du meilleur mangeur. Oui, je préfère ça. Je préfère ça parce que le plus gros mangeur, celui qui peut manger quantité. Oui, peut rapidement, en étant record, qui mange peut-être. Ça, c'est le médecin qui ne sera pas d'accord. C'est pas bien pour notre estomac. Attends, le médecin, quel est votre avis sur la question? C'est juste de façon... pour une journée, je sais. Voilà. Non, c'est mais le médecin ne peut pas être là, on va dire ça et puis le docteur. Challenge. Merci. Et le prix, c'est quoi? Non, le prix, c'est quoi? Abonnement d'Aïmolou 2 ans. Le prix, c'est un abonnement d'Aïmolou pour 1 mois. Gratuit, tu as un abonnement chez une revendeuse. Ah non, un mois. Oui, mais comment? Pas tous les jours. Pas tous les jours. Une fois, on va te spécifier ça. Une fois par semaine, tu as accès. Ce n'est plus un mois. Une ou bien 2 fois. Mais si tu allais tous les jours chez la dame, la pauvre dame, tu vas la ruiner. C'est un prix. Moi, j'ai une table. C'est mon prix. Je dis, je fais un concours, voici le prix. Pourquoi tu négocies le prix? Pourquoi tu discutes le prix de quelqu'un? Si tu m'aurais dit, c'est encore plus... Ma table, c'est quoi? On dispose des plats.
Mais c'est une table, c'est avec une bande roulante, d'accord? Ça roule comme ça. Les plats roulent, ok? Et le dernier plat, on a mis le prix. Et vous devez manger chaque plat avant qu'il ne traverse. Il y a un truc comme ça. Les plats roulent. Et toi, tu es assis ici. Les plats roulent. Tu dois manger celui-ci avant qu'il ne traverse. S'il traverse les buts, là, c'est fini. Donc, tu dois manger avant que... Attendez. Je vous colle Éloi, cette Éloi pendant MOBA, au comité d'organisation pour la prochaine édition. Voilà, je vous colle, on va régler ça après en off. J'ai une idée aussi. Il faudra penser aux producteurs de riz et de Aïmolou et voir dans les régions celui qui a peut-être le plus grand champ de riz, champ de haricots. Le but aussi, c'est valoriser aussi la consommation. Les invités. Quel riz, surtout aussi. Que ça avantage local, parce qu'on va moi, j'ai même rêvé de la semaine de l'agriculteur sur toute l'étendue du territoire. Nous sommes à la première édition, donc ça va aller grandissant avec d'autres innovations. Je pense à une autre version, quoi. Bon. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est aussi une bonne idée qu'on va. C'est ça. Moi, je pense d'ailleurs que puisqu'on n'a que 5 minutes pour finir. Si on faisait ça et on primait le meilleur paysan togolais. Vous savez, ça se fait. En termes d'agriculture, la façon dont ça se fait, ça va booster. Même vous ne lui donnez rien, vous le présentez à la télé. L'année prochaine, vous allez voir des gens qui voudraient dire « Je veux être le meilleur paysan ». Ça, c'est la consultation de l'Ebala. L'Ebala Consulting Group voit des idées, il faut consigner dans votre agenda pour la prochaine édition. Mais ça, ce ne sera pas gratuit. Le passage est gratuit. Je sais. Les conseils qu'on donne là, ça, c'est des plats d'Aïmolou en plus. Non. Et ça commence quand? Le 18, il y a 15 h. Le 18, c'est vendredi. Oui, on démarre. À 15 h. Oui, et c'est 24. 24 sur 24. 24 sur 24, ça ne s'arrête pas. Même à minuit, 1 h du matin, tu viens sur ici, tu as Aïmol. 96 h non-stop. Chaud, toujours chaud. 1 h du matin, 3 h du matin, tu viens sur ici, tu as Aïmol chaud, tu peux consommer. Quand tu as l'insomnie, viens sur ici, Aïmol ou festival. Tu vas manger et puis tu repars. Oui, et même à minuit, 1 h du matin, Aïmol toujours chaud. Alors, ils vont te relayer. Est-ce qu'il y a une heure pour ne pas manger Aïmolou? Quand tu es debout, tu ne dois pas. Il y a une heure pour ne pas manger tout court. Mais quand tu es debout, à partir du moment où ça va être un repas lourd, de préférence le soir, je crois que c'est pas bon. Mais si c'est pas pour dormir, mais là si tu manges la nuit, pour être dans la nuit, pour danser, pour être dans le groove. Il y a des concerts. Dans le groove. Il y a de ces susceptibilités-là individuelles en termes d'alimentation qu'il faudra également prendre en compte. Si en même temps, il faut faire un toast à la règle. Voilà. Si vous supportez, il n'y a pas de problème. Lui-même, tout ce qui sort de l'ordinaire. C'est-à-dire manger Aïmolou à 4 heures, puisque ça sort de l'ordinaire. C'est comme, par exemple, c'est excitant. C'est comme le 16 heures qu'on fait. Ce n'est pas que ce Aïmolou est spécial, mais nous avons toujours pensé que Aïmolou, c'était très tôt le matin. C'est ce qu'on avait su. Et donc, comme ça vient à 16 h, c'est ça qui fait encore le... Voilà. Le médecin vous attend après à l'hôpital. C'est pour 4 jours, donc voilà. Non, c'est vendredi, samedi, dimanche. On finit à apothéose lundi dans l'après-midi. Lundi de Pâques. Oui, on vient là, on termine là-bas en beauté. Voilà. Et donc on rentre, il y a plein de stades à Aïmolou. Donc lundi, vendredi, si je viens, je vais expérimenter une vendeuse. Oui. Samedi, je vais expérimenter une autre. Dimanche, un seul aliment, professeur, encore, un seul aliment durant 3 jours, est-ce que c'est bon? Oh, durant 4 jours. Petit déjeuner tous les jours. Les gens ne mangent pas tous les jours, le lundi à dimanche. Non, ils ne mangent que ça, la pâte. Non, mais ils ont changé de sauce. Oui, là aussi, on change de jus. Tu changes de jus. Nous ne pas avec. Oui, donc c'est avec Bébé Toto. Oui, mais après, c'est Ramadan. Après, c'est Ramadan. Mais voilà. Il y a aussi des sauces aussi, sans huile également. Des bouillons. Qu'elle soit sur toi ou pas, on s'en fout. Moi, je ne suis pas sur toi. L'huile. J'espère que ce n'est pas dangereux pour moi d'être sur toi, mais je suis sur toi. Reste là, sois sur les gens. Pas sur moi, ça Ils adorent Aïmolou. Visiblement, je suis en train de découvrir ça. Je savais pas. Oui, les gens. Elle ne prépare pas. Elle adore pour les autres. Ah non, arrête. Si moi, je te prépare Aïmolou, arrête-moi ça. Et pourquoi tu ne m'as pas préparé? Parce que je ne veux pas. Manger propre. Manger propre. Vous savez mon concept. Moi, je non. un bar maquis qui s'appelle manger propre. Absolument. Non,
c'est un bar dans lequel... client, tu as oublié. Dans le bar, là, il n'y a pas de cube, des bouillons. Alors, quand les clients me disent, moi, ma bouffe, il n'y a pas de cube. Donc, il n'y a pas de cube. Les huiles, je ne prends pas les huiles, je ne prends pas la consommation. Là. Je prends ou l'huile de clu de bafilo, ou alors yobonemi, ou alors je me dis, attention. Hein, ah, c'était du propre. Hein. Bah oui, c'est manger propre. Le conseil, c'est manger propre. Comme le médecin, comme docteur pourrait aimer. Tu manges à Tchéké, je mange. Comment? C'est moi qui mangeais tout le temps. Je sais, non, il mange à Tchéké. Tu vas dire bonjour à Ariel. Tu dis bonjour à Ariel, elle se reconnaîtra. Ariel, bonjour. Bonjour à toi. Voilà. Merci de nous suivre. Merci d'être là. Oui, vas-y. Moi aussi, salut filles aussi. Je n'ai pas croisé une... Je salue toutes les filles parce que je n'ai pas croisé une particulière. Il faut qu'une te croise finalement pour... Croisez-moi pour que je vous salue l'autre samedi. Ça. Parce que lui, ça lui l'a dit. Il a une avance sur moi. Il salue les Ariel. Qui encore? Après, Ariel, ça peut être garçon aussi, ça peut être fille. Mais non, il n'a jamais salué de garçon. Moi, j'ai salué les filles, les policières qui travaillent. En plus, c'est du chantage qu'il fait aux policières. Non, elles sont dans l'équipe de communication. Il y a Chantal Prisca. Chantal Prisca et puis mon frère de Kouméa, là. Moi, je dis Emmanuel, mon colonel, vrai gars. Si je dois me faire arrêter, il faut que je sois par une femme quand même, au moins donné. C'est comme en tant que médecin, vous dites qu'il faut mourir avec dignité. Arrêtons-nous avec dignité. Que ce soit une femme. Docteur, on finit. En tout cas, merci beaucoup, énormément franchement. D'être passé avec tous les conseils, avec la consultation moi, c'est personnel. Non, il y a aussi la foraine. Oui, bon, la consultation foraine, pour tous les Togolais, ils ont eu des informations. Ah oui. Maintenant, fini, si vous devriez laisser un conseil aux Togolais par rapport à ce que vous vivez actuellement dans les formations sanitaires, vous auriez un message à leur dire. Quel serait-il ce message poignant pour finir? Bien, rapidement, je dirais déjà de faire confiance au corps médical. Absolument, c'est important. De faire confiance, d'accompagner. Accompagner, c'est de dire ce qui ne va pas et de faire des propositions pour améliorer ce qui ne va pas. Mais accompagner aussi, c'est de dire ce qui marche bien. Le peu peut-être qui marche bien, il faut dire également parce que ça encourage le corps médical. Donc, accompagner le corps médical en dénonçant ce qui ne va pas, mais c'est également de reconnaître ce qui est bien fait. Accompagner également, c'est prendre soin de sa santé à travers déjà ce qui peut être évitable en mangeant bien, en ayant les comportements sains, le sport, éviter la sédentarité, mais également aller se faire soigner, aller vers un personnel médical quand on ne se sent pas bien pour être pris en charge tôt, mais convenablement. Mais pas attendre que ça foire avant. Éviter soi-même de prendre des médicaments pour se soigner, l'automédication qui nous conduit dans des résistances aux antibiotiques, comme on l'a évoqué tout à l'heure, mais pas qu'aux antibiotiques, mais également à d'autres situations. Donc, nous devrons, franchement, je pense que faire avec le corps médical pour mieux nous soigner, pour mieux prendre soin de nos êtres à nous. Merci énormément. Médecin lieutenant-colonel Bania Clessor Yves, professeur titulaire en hépatologie, gastro-entérologie, chef service des pathologies gastro-entérologie du CHU Campus et président de la Société togolaise de tout ce que j'ai dit là. Voilà. Que tu ne peux plus répéter là. Merci. Et le médecin, il nous a donc bien conseillé alcool, tabac et tout ça. Tout ce qu'on conseille dans toutes les autres maladies, c'est que ça vaut pour tous. Voilà quoi, pour avoir la bonne santé et surtout éviter l'automédication. Il a tout dit déjà. Hein. Et après, on se donne rendez-vous à partir de vendredi. Vendredi, le 18 à 15h déjà. Vendredi 15h, officielle. Sur le site en face du CTF, là, il y a un grand terrain. C'est là-bas. En fait, c'est le terrain qui est en face de Togo 2000. Qui a servi de parking la dernière fois. Qui faisait le parking là. Oui. C'est sur ce terrain que le festival va avoir lieu. Que la magie va s'opérer. À partir va se opérer à partir du 18, là, il y a dès 15h déjà qu'on commence. Merci. Et puis c'est H24. Samedi, on pourra faire un petit direct samedi pour voir comment ça se passe dans l'émission. On va voir comment organiser ça. Je suis très heureux. Éloi, merci. Au revoir. À samedi prochain, 8h. Et la pollution, la fumée.